Chers amis, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans 100% politique. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Vous connaissez le principe. Nous allons décrypter, analyser l'actualité avec nos invités. Je vais vous les présenter dans un instant. Mais avant, il est 22h. Isabelle Piboulot est avec nous. Isabelle, bonsoir. Quels sont les titres à retenir à cette heure ? Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Le ministre de l'économie alerte. La France va devoir faire un effort considérable de 40 milliards d'euros l'an prochain pour atteindre son objectif de déficit public de 4,6% du PIB. Éric Lombard précise, la situation budgétaire n'est pas liée à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, mais bien au déficit cumulé du pays. Sur X, Benyamin Netanyahou juge qu'Emmanuel Macron fait une grave erreur en promouvant la possible reconnaissance d'un État palestinien. Une vague de protestations suit le chef de l'État depuis vendredi. Ce dernier fustige des raccourcis et de fausses informations. Car mercredi, Emmanuel Macron avait déclaré que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence aux Nations Unies à New York, à condition que les pays arabes reconnaissent aussi Israël. Et puis l'exposition universelle a ouvert ses portes à Osaka au Japon. L'édition 2025 a pour thème la société du futur, avec une mise en lumière de l'intelligence artificielle et du spatial. Près de 160 pays et régions du monde sont représentés. Casting de choix pour le pavillon français, inauguré par Sophie Marceau et Teddy Riner. Merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve à 23h pour un nouveau Flash Info. Et pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau, c'est une première pour vous. Anne Troubi, bonjour. Bonsoir plutôt. Vous êtes présidente du mouvement Les Antigones. En un mot, Les Antigones, c'est un mouvement... Un mouvement féminin qui s'occupe depuis 10 ans de réfléchir sur les problématiques de relations hommes-femmes et tout ce qui se rapporte aux femmes et à la féminité en général. C'est une brasse très large. Mouvement féminin et pas féministe. Exactement. On le comprend, et vous êtes également auteur conférencière. À vos côtés, Elliot Maman. Comment allez-vous, Elliot ? Bonsoir, très bien. Chroniqueur, formidable, chroniqueur politique. Olivier Pardo nous accompagne également, avocat, notamment avocat de Benyamin Netanyahou. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Peut-être que vous nous livrerez quelques secrets sur la réaction du Premier ministre israélien après les déclarations d'Emmanuel Macron ce soir dans 100% politique. Olivier Pardo est également avec nous. Alors, vous savez pourquoi je me trompe ? Bien sûr. Nous sommes 3 Olivier ce soir. On domine. 4 Olivier, c'est incroyable. C'est incroyable. Et bien vous, c'est Olivier Vial, directeur du CERU. Bonsoir Olivier. Et à vos côtés, Olivier Benkemoun. Bonsoir, il y en a un trop. Bonsoir Olivier. Je ne dis pas lequel. 4 Olivier. Alors, voilà, c'est vrai qu'on s'amuse de pas grand-chose dans cette actualité lourde, mais c'est vrai que ma fille me disait qu'Olivier, c'était un prénom... un prénom dépassé. En voie de disparition. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre, effectivement. Le prénom, les dernières années, il n'y a plus que quelques dizaines d'Olivier chaque année, alors qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait plus de 15 000 chaque année dans les années 70. Alors peut-être que tous les Oliviers de France sont là ce soir sur CNews, sur ce plateau. Nous sommes en tous les cas, je vous propose qu'on impose à nos enfants désormais d'appeler leur fils Olivier et leur fille Olivia. Voilà, pas dire Olive, comme dans Popeye. Voilà, un petit peu de bonne humeur pour démarrer cette émission, puisque l'actualité, vous le savez, est assez lourde ces derniers temps, et notamment avec cette inquiétude qui est toujours très vive encore en ce dimanche soir à Vivonne. Vivonne dans la Vienne, bien sûr. Depuis 3 jours, les habitants vivent au rythme des recherches incessantes pour retrouver la jeune Agathe. Après l'urgence des premières 48 heures que nous avons suivies sur CNews, des gendarmes sont passés à une autre phase de judiciaire de l'enquête cette fois. Les derniers éléments avec Mathilde Ibanez, et puis nous irons un peu plus loin. Nous essaierons de nous mettre dans la tête des enquêteurs avec le colonel Bruno Cazac, colonel retraité de la gendarmerie. Il est ancien commandant de la section de recherche de Nancy. Mais avant, les derniers éléments à retenir. 3 jours après sa disparition, Agathe, 28 ans, reste introuvable. Après des journées de ratissage sur une large zone de 100 km², l'enquête se tourne vers des opérations plus ciblées. Mauvaise rencontre, suicide, accident, toutes les hypothèses restent ouvertes, sauf celle de la fugue planifiée, écartée depuis. Dans la Vienne, les habitants n'arrivent toujours pas à réaliser. Très inquiète et ça me touche beaucoup parce que mes enfants la connaissaient, enfin un peu, et je vois qui c'est parce que je l'ai déjà vu à la salle de sport. Je me mets à la place des parents, c'est horrible, je suis vraiment émue. Moi je garde espoir, et moi je trouve ces joggeuses elles courent toutes seules, c'est pas bien, il ne faut pas courir tout seul.
On a toujours espoir de la retrouver, en espérant qu'elle soit toujours vivante surtout. Et on se pose tous des questions dans la région pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc c'est triste pour la famille surtout. Quelques 40 gendarmes étaient toujours mobilisés ce matin. Selon le procureur de la République de Poitiers, une dizaine d'auditions de proches et de témoins avaient été effectuées par les enquêteurs hier. Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Alors nous allons essayer de comprendre ce qui va se passer à présent avec le colonel Bruno Cazac. Il est colonel retraité de la gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche de Nancy. Il est en liaison avec nous. Bonsoir colonel Bruno Cazac, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer, puisqu'on parle actuellement d'une 50aine d'enquêteurs mobilisés dans une autre phase, une phase d'enquête cette fois. Peut-être cette première question, c'est vrai que nous avons vécu au rythme de ces opérations de ratissage par les gendarmes, une centaine de gendarmes mobilisés, des hélicoptères. Là, c'est une autre phase. Expliquez-nous à partir de quel moment, finalement, le directeur d'enquête décide d'arrêter ces opérations de ratissage qui laissent malgré tout beaucoup d'espoir lorsqu'elles se déroulent. Alors, en fait, on ne peut pas dire que c'est une seconde phase. Au début d'une opération de recherche de personnes disparues, et notamment quand c'est une disparition qualifiée d'inquiétante, se mettent en place de façon combinée au sein de la gendarmerie deux approches, l'une opérationnelle qui relève plus de la logique de police administrative et la seconde judiciaire, comme son nom l'indique, dans le cadre d'une infraction, en l'occurrence il n'y en a pas, ou d'une incrimination fixée par le procureur de la République, en l'espèce la disparition inquiétante d'une personne. Donc il faut plutôt raisonner en dominante, c'est-à-dire que pendant les premiers jours d'action de la gendarmerie, c'est la dominante recherche administrative, police administrative qui a été essentielle, mais d'emblée, vous aviez déjà des effectifs d'unités de recherche, notamment la section de recherche de Poitiers et la brigade de recherche de Poitiers, qui se sont mises en place dans le cadre d'un PC d'enquête judiciaire et qui ont apporté les premiers éléments de contribution liés à certaines auditions de témoins, les premières auditions de témoins, notamment le premier cercle familial, et puis quelques recherches techniques, notamment sur la téléphonie, pour guider le travail du commandant de groupement dans ses recherches opérationnelles sur le terrain. Là, au bout de quelques jours, malheureusement, après avoir engagé des chiens, des hélicoptères, des drones, des plongeurs, des motocyclistes, malheureusement, tout ce travail de fond n'a pas apporté de réponse probante. Et donc, il y a un moment où les deux dominantes commencent à se rejoindre et où on bascule de la dominante administrative vers la dominante judiciaire. C'est ce qui s'est passé à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, c'est la section de recherche de Poitiers, la brigade de recherche de Poitiers qui prennent la main et qui vont inverser le fonctionnement, c'est-à-dire que ce sont les unités territoriales du département qui viennent se mettre à leur disposition pour avancer et rechercher d'autres traces sur le terrain qui permettront de retrouver ou non Agathe. Et justement, mettons-nous avec vous dans la tête de ces enquêteurs, c'est-à-dire face à une telle situation, peut-être d'ailleurs que vous-même, vous avez été dans des cas d'enquête similaires. Quelles sont les hypothèses privilégiées, les hypothèses que vous allez ouvrir après la disparition d'Agathe ? Alors, à ce stade, il faut rester sur le cadre juridique de l'enquête qui a été fixé par le procureur de la République, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans le cadre de l'article 74.1 lié à une disparition inquiétante. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur d'autres hypothèses moins rassurantes. Mais pour l'instant, ça veut dire que les militaires de la gendarmerie sur le terrain n'ont pas perdu espoir de retrouver Agathe vivante. À vrai dire, plus les journées passent et plus cet espoir s'amenuise. Effectivement, beaucoup d'inquiétudes. Merci, colonel Bruno Cazac, pour ces éclairages très clairs et très précis. Olivier Benkemoun. Oui, simplement, entre hier et aujourd'hui, ce qui s'est passé, il y avait beaucoup de gendarmes qui ratissaient très large, et le colonel va pouvoir nous l'expliquer, 100 km². 100 km². Aujourd'hui, on est resté dans un périmètre de 3 km², c'est ce qu'indiquait le procureur. On a continué les recherches. Il y a eu des plongeurs, il y a des hommes avec des détecteurs de métaux
beaucoup travaillé. Évidemment, là, il est plus possible de travailler avec les chiens, parce que ils ne sentent plus, la trace a disparu, mais a priori, la perquisition chez Agathe, ça a permis de fournir aux chiens, dès le départ, des vêtements qu'ils n'avaient pas pour leur permettre de faire des recherches. Bon, en plus, on sait que le temps a été compliqué, il faisait pas très beau, etc. Mais enfin, on continue quand même les recherches. Mais la chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de témoins ont été à nouveau entendus. Hier, on parlait d'une dizaine de témoignages qui avaient été recueillis. Aujourd'hui, on a une trentaine de témoignages recueillis. Et c'est très important, les témoignages qui sont recueillis les premières heures, parce que c'est là qu'on peut obtenir des détails qui peut-être paraissent comme ça pas très très importants, mais qui vont être recoupés. Le colonel Bruno Cazac est avec nous, effectivement. Vous le confirmez, mais les témoignages qui sont recueillis les premières heures et les 2-3 premiers jours sont capitaux. Donc pour permettre au commandant de groupement de gendarmerie d'orienter les premières recherches, les premiers témoignages qui vont être recueillis seront ceux qu'on appelle dans notre jargon ceux du premier cercle, donc la famille et les très proches de la personne recherchée. Pour 2 raisons. Ils en connaissent ses habitudes et ils en connaissent aussi des éléments de compréhension de sa personnalité, de sa psychologie. Donc c'est aussi pour ça que les gendarmes, dès le départ, ont eu connaissance des vulnérabilités d'Agathe, et ce qui a d'ailleurs permis de qualifier sa disparition d'inquiétante. Là, si vous voulez, en l'absence de scène précisément localisée de la disparition de la personne, puisque les chiens se sont arrêtés à un endroit précis sans pouvoir prolonger, et puis que le téléphone s'est arrêté de fonctionner et qu'on ne peut plus le localiser, on quitte, si vous voulez, l'idée de la scène de crime, qui n'existe pas actuellement, donc on n'a pas de scène de crime, pour travailler beaucoup plus dans la logique de la sphère d'investigation, qui est un concept qui a d'ailleurs été mis en évidence par un professeur de l'université de la faculté de Lausanne, le professeur Delémont, qui vise à permettre aux enquêteurs à aller rechercher d'autres traces dans un environnement beaucoup plus élargi que les simples habitudes de pratique ou de vie de la personne disparue, et faire en sorte que toutes ces traces, qui sont à la fois des témoignages, des éléments techniques, des éléments scientifiques, puissent être retravaillées pour amener les enquêteurs à reconstruire ce qui a pu se passer, c'est-à-dire une forme de scénario. Et c'est dans ce contexte-là que les recherches d'aujourd'hui ont changé de modèle, si vous voulez. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on cherche une personne qu'on ne trouve pas. Donc maintenant, on va chercher des éléments de l'environnement de cette personne qui vont peut-être pouvoir aider les enquêteurs et l'ensemble des gendarmes de la région sur d'autres pistes pour orienter les recherches d'une façon beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, effectivement, comme vous l'avez constaté. Donc on a changé de paradigme en quelque sorte, et c'est la raison pour laquelle parfois les enquêteurs peuvent passer plusieurs fois au même endroit, mais ils n'ont pas le même objectif. Merci beaucoup, colonel Bruno Cazac. C'était très clair et très éclairant. Merci à vous. Alors, c'est vrai que nous entrons dans cette phase aussi, Olivier Pardo, la plus inquiétante, c'est-à-dire celle de l'attente. À la fois, on a une pensée pour les proches, la famille d'Agathe, c'est tout un village, et même au-delà, puisqu'on s'identifie aussi. On a tous une femme, une sœur, une amie qui part faire son footing, et forcément, on est tous angoissés par cette situation. Bon, d'abord, mes premiers mots, c'est pour la famille, parce que les informations que nous livrons comme cela, évidemment, elles sont entendues par la famille qui doit être dans une inquiétude terrible pour savoir ce qui s'est passé. D'abord, c'est une jeune femme, c'est pas une petite fille ou une très jeune fille, donc de 28 ans, elle a des possibilités, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent s'ouvrir également. Et que je voudrais leur dire d'abord que rien n'est perdu et qu'il y a toujours des possibilités de retrouver la personne vivante, et que ça, c'est un point important. Ensuite, j'ai été un tout petit peu choqué par l'un des propos des témoins que vous avez fait entendre tout à l'heure, qui disait il ne faut pas qu'une jeune fille aille courir toute seule. Oui, effectivement. Je comprends ce qu'il voulait dire.
Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit être dans un monde où, justement, une jeune femme, quelle qu'elle soit, de 28 ans, si elle ne peut pas faire son jogging dans une forêt comme cela, à ce moment-là, c'est perdu. Ça veut dire que l'insécurité est telle que nous nous retrouverions dans une situation où ce sont les victimes qui doivent en quelque sorte faire attention et non plus ceux qui les agressent. Maintenant, moi je fais confiance au service d'instruction ou du procureur, je crois que c'est le procureur qui est saisi pour l'instant, il n'y a pas encore d'ouverture d'information. Ça veut dire que des perquisitions vont avoir lieu, que des éléments d'entourage vont avoir lieu, qu'on va élargir les interrogations. Enfin, cette jeune fille, me semble-t-il, se rendait à un anniversaire. Aujourd'hui, elle devait se rendre à un anniversaire. Voilà, un cadeau. Se rendre à un anniversaire. Bon, tout ça peut écarter, bien que la nature humaine est ainsi faite que tout est possible, toute volonté de disparaître volontairement. Et que moi, j'ai beaucoup d'espoir encore, et c'est ce que je voudrais dire surtout à l'endroit des familles qui doivent être, encore une fois, dans l'inquiétude. Message d'espoir important. Et effectivement, Anne Trauby, pour faire écho à ce que disait Olivier Pardo et ce témoignage que nous avons entendu dans le reportage, effectivement, cette disparition, eh bien, elle est arrivée au moment même où une étude a été publiée sur les femmes qui font leur jogging, une étude réalisée par l'Union Sport et Cycle. Et alors, à l'origine, ce qui est intéressant, c'est que nous avons interrogé la personne qui a commandé cette étude. C'était juste pour faire une cartographie des femmes qui font du sport aujourd'hui en France. Et il s'est avéré que cette étude a révélé le phénomène suivant, c'est que 3/4 des femmes aujourd'hui mettent en place des stratégies pour éviter le danger lorsqu'elles partent faire du footing. Et comme disait Olivier Pardo, ça va pas, on ne peut pas accepter ça aujourd'hui dans notre société. Et ce phénomène de société, il est à l'image finalement de l'atmosphère aujourd'hui dans le pays. Votre regard de femme, justement, est-ce que vous avez ces inquiétudes, alors en allant faire du sport et pas que, d'ailleurs, en allant faire des courses, est-ce que vous faites attention, non, je ne fais pas à telle heure, c'est ça la vie aujourd'hui d'une femme française? C'est malheureusement la vie d'une femme française aujourd'hui. Il y a des études qui montrent aussi les stratégies que mettent en place les femmes quand elles rentrent tard le soir. Il y a énormément de situations dans lesquelles, en fait, des femmes en déplacement dans l'espace public se retrouvent obligées de mettre en place un certain nombre de stratégies pour leur propre sécurité. C'est extrêmement inquiétant et ça ne date pas d'hier. La question de faire son footing, que ce soit tard le soir, tôt le matin, en forêt ou quoi que ce soit, il y avait déjà un fait divers quand j'étais jeune, il y a plus de 20 ans, avec une joggeuse qui avait été retrouvée morte. Ce n'est pas un phénomène nouveau et c'est particulièrement prégnant en zone urbaine et dans des endroits isolés comme les forêts, etc. Mais c'est extrêmement inquiétant quant à l'état de la France aujourd'hui, évidemment. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'une femme, que n'importe qui, se promène dans la rue et ait des inquiétudes sur sa sécurité. C'est quand même une des premières missions du politique, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. 56% des femmes ont déjà été agressées, plus d'une femme sur deux. Voilà ce que nous révèle cette étude, Olivier Vial. Ouais, alors moi, pour un peu rebondir sur ce que vous dites, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une forme de déni qui est même théorisé. En fait, depuis quelques années à l'université, on a des sociologues qui ont inventé ce qu'ils appellent le mythe de la vulnérabilité. En gros, on nous dirait qu'il y a un sentiment d'insécurité chez les femmes qui vient notamment d'une construction culturelle, notamment de ce qui on a traduit dans les contes pour enfants, qui font par exemple que les femmes auraient plus peur de l'obscurité que les hommes. C'est pas parce qu'elles seraient plus agressées, c'est parce que justement on aurait culturellement, on leur aurait imposé ça. Et ça, c'est une sociologue de Paris 1, par exemple, qui s'appelle Chris Blash, qui est aujourd'hui est financée par la mairie de Paris pour organiser par exemple des balades pour que les femmes reconquièrent l'obscurité de façon à ce qu'elles n'aient pas peur de se balader toute seule c'est hallucinant. Nuit, parce qu'en fait, pour elles, le problème c'est pas qu'il y ait de l'insécurité, c'est qu'on leur aurait mis ça dans la tête. Et ben ça, c'est effectivement un autre problème, parce que dès lors qu'on n'est même plus capable de voir le problème, qu'on est dans un déni et qu'on essaie de lui trouver tout plein d'explications les plus farfelues possibles, et ben ça ne permet pas de répondre au problème qui se pose et qui est un problème malheureusement extrêmement majeur. Il y a quand même 4 millions de femmes qui courent. Heureusement, il n'y a pas un fait divers et un meurtre tous les jours, un enlèvement. Simplement, ce sont des proies faciles.
ce sont des proies faciles, les joggeuses, parce que elles empruntent toujours, souvent, quand on fait du jogging, vous savez, peut-être si vous courez, vous aimez bien avoir le même chemin. C'est une jeune fille qui court beaucoup, qui fait 10 à 12 kilomètres lorsqu'elle fait des sorties. Donc, vous avez vos chemins, vos habitudes, etc. Pour quelqu'un qui observe, qui regarde, etc., ça peut donner des indications. Quand vous courez, vous vous enfermez dans une bulle avec des casques, etc., parfois, voilà. Et puis être dans un chemin seul. Alors, le monsieur disait, il faut pas partir seul. Bon, ça fait partie du plaisir aussi de la course, d'être dans son rythme, etc. Mais partir seul fait de vous une cible. Et en tout cas, vous fragilise s'il y a un malade mental dans le coin. J'ai pas dit que c'était le cas, c'est une des hypothèses. Mais ça fait les joggeuses sont sans doute des proies faciles. Une femme qui est seule dans la rue, déjà le simple fait d'être seule dans la rue, potentiellement, si on se retrouve face à plusieurs personnes, on est en situation d'infériorité numérique. De surcroît, une femme n'a pas nécessairement la même force physique qu'un homme. On se retrouve évidemment dans une situation où la nature impose un certain nombre d'inégalités. Cette histoire de construction sociale, de peur de l'obscurité, etc., est évidemment lunaire. Et c'est lunaire. C'est cette manie de vouloir voir des constructions sociales partout. Mais non, en fait, ce n'est pas défendre les femmes que d'aller voir des constructions sociales partout, et que ce soit dans leur propre tête ou que ce soit parce qu'il y aurait une construction du patriarcat pour opprimer les femmes, etc. Le problème, c'est qu'il y a de toute façon une situation de danger si une femme croise quelqu'un de potentiellement mal intentionné, que ce soit tard le soir ou dans une forêt. Je veux dire, il faut le reconnaître. Et là, on a un gros problème quand on met à la tête des gens que c'est une simple construction sociale. C'est une situation de vulnérabilité objective. Donc maintenant, est-ce qu'on prend les moyens de mettre en place des conditions de cohésion sociale, une situation simplement politique d'unité nationale qui fasse que les femmes puissent se promener dans la rue en toute sécurité parce qu'elles ne voient pas dans le premier homme qu'elles croisent un agresseur potentiel. Parce que la réalité d'une femme qui se promène tard le soir dans la rue, c'est qu'elle jauge la personne de l'autre côté du trottoir, elle jauge sa taille, sa corpulence, son sexe pour vérifier si elle va évidemment changer de trottoir ou pas, ou dégainer son téléphone pour donner l'impression d'être en conversation avec quelqu'un. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, Elliot Maman, c'est que la discussion que nous avons autour des femmes qui font leur jogging, on va voir la même tout à l'heure dans l'actualité, avec notamment les agressions antisémites aujourd'hui en France. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, une femme ne peut pas aller faire son footing. Vous avez des Français de confession juive qui retirent leur kippa pour aller dans la rue. Vous avez aujourd'hui des forces de l'ordre qui sont devant les synagogues, devant les églises. Et en fait, c'est ça, au fond, qui devient insupportable. C'est-à-dire que c'est aux citoyens de mettre en place des stratégies parce qu'au fond, l'État n'est plus capable de les défendre. C'est factuel. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si une partie de la gauche s'enferme, notamment à l'université, dans un constructivisme que l'on peut juger délétère, c'est aussi parce que cette même partie de la gauche refuse de voir qu'il y a parfois, en effet, des cultures qui peuvent pousser, ou du moins des environnements culturels qui peuvent pousser au mépris soit des femmes, soit des personnes de confession juive, et qui vont les cibler de manière assez systémique, assez récurrente. Et c'est peut-être aussi cette dimension-là qui en ajoute au déni auquel on fait face. Et par ailleurs, il est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est complètement ridicule, où l'action de l'État est critiquée parce que l'État serait porteur d'une forme de violence systémique et donc à déconstruire. Mais dans le même temps, on fait des conférences qui incitent les femmes à reconquérir l'espace public parce que précisément on reconnaît tout de même qu'elles sont en insécurité. Et on est dans une situation totalement hérétique où on veut à la fois criminaliser la réponse de l'État parce que l'État est par essence fasciste et qu'il faut à tout prix s'en distancer, et dans le même temps avoir des explications extrêmement mièvres en disant qu'il va suffire de reconquérir l'espace public pour ne plus avoir peur d'une insécurité qui ne serait qu'une construction. Et on aurait pu effectivement marquer une pause, mais on aurait pu se souvenir de Marlène Schiappa, notamment en 2020-2021, qui avait fait de la cause de la lutte contre le harcèlement de rue une cause nationale. Il y avait eu des opérations qui avaient été lancées, des opérations de communication. Je ne me souviens même plus du nom. Voyez-vous, j'en parlais hier, je m'en souviens même plus. Flyers qui avaient été distribués. Notamment. Donc on voit aussi l'impuissance finalement aujourd'hui pour protéger nos femmes. Quartiers sans relou. Quartiers sans relou. Merci Olivier. Voilà, les quartiers sans relou. Une des difficultés, c'est qu'à partir du moment où on analyse un problème avec une grille de lecture erronée, il est évident qu'on va se retrouver avec des solutions erronées. Quand on est persuadé que c'est une violence construite par des années de patriarcat, par l'éducation des garçons à la virilité au mépris des femmes, eh bien évidemment, on va aller distribuer les flyers et essayer de rééduquer les hommes, les jeunes garçons, etc.
d'une part, il y a quand même un problème pratique qui était à l'époque, il y avait aussi cette polémique sur la chapelle Pajol et les femmes qui ne pouvaient pas se promener librement à la chapelle Pajol sans risquer des insultes, voire des agressions. En fait, il n'y a rien qui est mis en place sur le terrain au moment où il y a cette polémique. Et de surcroît, derrière, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place non plus pour résoudre le problème de fond qui est effectivement un délitement de la société, une violence qui devient endémique. Alors, quand on entend la petite musique, ça veut dire que c'est la publicité. Donc, et bim. Mais là, vous avez pu développer, c'est très intéressant d'ailleurs. Pour clore cette première partie, on va marquer une très courte pause. On va parler de la question de la fin de vie qui revient à l'Assemblée, au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui suscite le débat et qui divise dans l'espace public. On en parle dans un instant. Et de retour sur le plateau de 100% politique, bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez, CNews, première chaîne d'infos. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Nous vous en sommes très reconnaissants. Pour vous accompagner jusqu'à minuit, Anne Troubi. Je prononce bien votre nom de famille ou pas ? Tout à fait. Voilà, parce que j'avais un petit doute, donc n'hésitez pas à me reprendre. Olivier Pardo est également avec nous, Elliot Maman, Olivier Benkemoun et Olivier Vial. Vous le savez, l'Assemblée nationale examine cette semaine en commission parlementaire le projet de loi sur la fin de vie. Une question, bien entendu, qui nous concerne tous, une question qui s'intensifie d'ailleurs ces derniers jours et qui divise le débat. C'est aussi, il est vrai, une question très personnelle. Nous avons tous un avis intimement lié à notre parcours, nos expériences, notre éducation, mais également nos croyances. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, vraiment à ce projet de loi, puisque nous avons organisé un débat avec des pour et des contre l'euthanasie. Et ce qu'il en ressort, c'est que ce projet de loi, à l'heure actuelle, eh bien, il est sujet à plusieurs interprétations. Et c'est au fond ce qui pose problème. On va voir un exemple avec cet extrait où le docteur Anne Vivien, donc elle est vice-présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, eh bien, débattait avec le docteur Philippe Juvin, vous le savez, député LR des Hauts-de-Seine, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Regardez. Vous pourrez ne voir qu'un seul médecin, tout et pour tout, durant toute la procédure. Vous ne pourrez rencontrer qu'un seul médecin. Celui-ci doit demander l'avis à un deuxième médecin qui n'est pas obligé de vous examiner. Donc physiquement, la loi est ainsi faite, il faut lire les choses. Vous ne pourrez voir qu'un seul médecin. Dans une procédure qui sera expéditive, puisque entre le moment où vous voyez le médecin et le médecin doit décider, il se passe entre 0 et 15 jours. Le médecin, il a entre 0 et 15 jours pour vous répondre, c'est-à-dire il peut vous dire oui tout de suite, il peut vous dire oui dans 15 jours, et une fois qu'il vous a donné sa réponse, vous avez 48 heures de réflexion, sauf si le médecin décide que ça peut être moins. Donc en gros, c'est entre 0 et 17 jours, un seul médecin. Voilà. Alors vous voulez répondre, docteur Anne Vivien, et puis on réécoutera. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Allez-y, exprime. Non, sur la dernière phrase, pour le reste, tout se discute. Mais sur la dernière... mais tout se discute. Votre interprétation se discute aussi, votre analyse se discute aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que en 48 heures, le médecin peut décider que c'est une urgence et que donc on ne doit pas respecter le délai de 48 heures. Dans le texte de la proposition de loi actuelle, c'est pas le médecin qui décide, c'est le malade qui demande. Et le médecin qui éventuellement accepte. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, vous voulez que je vous lise le texte ? Je l'ai lu, je le connais très bien. Peut-être que pour les gens comprennent. Non, mais ils comprendront. Ils comprendront. Il suffit qu'ils le lisent. S'ils ont le temps, ils le liront. En tout cas, c'est ça qui est écrit. De toute façon, c'est le malade qui demande. Le problème, c'est que dans tout ce que vous dites, ce qui vous gêne le plus, c'est que ce soit le malade qui décide. Et moi, je suis pas d'accord pour que ce soit le médecin qui décide. Olivier Vial, c'est vrai qu'on est sur un sujet ultra sérieux, ultra compliqué, qui touche à l'éthique, qui touche à la politique, qui touche à toute notre société, notre civilisation aussi, ça c'est une certitude. Et on s'aperçoit, lorsque deux médecins débattent, qu'au fond, tout est encore flou. Et quand c'est flou, vous connaissez la suite. Oui, mais effectivement, on est sur un sujet qui est extrêmement compliqué moralement, compliqué parce qu'effectivement, ça touche au plus intime et on a tous des expériences dans notre entourage de gens qui sont très malades, sont très diminués et on sait effectivement qu'il peut y avoir cette phrase un peu facile mais qui est souvent extrêmement temporaire ça ne sert plus à rien. Et sauf qu'en réalité, c'est ce que montrent bien les débats, c'est qu'on s'aperçoit
qu'en réalité, cette question-là peut être passagère et qu'il y a un risque, effectivement, à lui faciliter beaucoup trop la vie, à faciliter le fait de justement passer à une euthanasie un peu trop rapide. Parce que, et ça c'est intéressant, on s'aperçoit que dans les pays qui sont pionniers, l'Oregon par exemple, l'Oregon, ils ont mis en place un système où effectivement on peut demander à une aide assistée à un suicide, on vous donne une pilule pour mettre fin à vos jours. Eh bien, ceux qui la demandent, en fait, il y a plus d'un tiers, on est sur 40%, qui ne vont pas l'utiliser. Et le médecin n'intervient pas, c'est là aussi qui est intéressant, c'est beaucoup plus cadré que ce projet de loi. Ça veut surtout dire qu'effectivement, c'est pas aussi clair que ça, même quand la décision a été prise. Donc là, il y a un risque quand même qu'une fois que cette décision est prise, elle peut être motivée pendant 48 heures. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un retour en arrière? Donc c'est cette première question. Et puis, alors, ça, c'est la seule chose que je trouve qui est positive dans le débat, c'est qu'ils ont quand même coupé en deux, scindé le projet de loi. Ouais. Et autant, effectivement, l'accompagnement de la douleur, les soins palliatifs sont une nécessité. Et là-dessus, il y a un vrai enjeu de mettre beaucoup plus de moyens. Et un consensus, tout le monde se met d'accord sur les soins palliatifs. Autant sur la deuxième partie, je pense qu'aujourd'hui, on a un flou juridique, un flou moral et un flou éthique qui est encore très important. Olivier Pardo, je vais vous donner la parole dans un instant, puisque vous avez un avis très clair, vous avez étudié la question, mais on va écouter d'abord Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui s'est dit stupéfié par ce projet de loi. Écoutez. Le texte que j'ai découvert m'a stupéfié. Aujourd'hui, il y a un impératif, parce qu'on n'est pas égaux devant la mort. Il y a, selon la Cour des comptes, 400 Français qui meurent chaque jour et qui n'ont pas de soins palliatifs. Ça, c'est terrible. Mais le texte aujourd'hui est tellement permissif. Demain, ce que je crains, c'est qu'il soit beaucoup plus facile de demander la mort que d'avoir des soins. Dans tous les pays qui ont autorisé ce double choix, eh bien, c'est toujours l'euthanasie qui a écrasé le suicide assisté. Ah, c'est ça le problème de fond, Olivier Pardo, c'est que quelqu'un s'y sent isolé, et bien finalement il va se dire je ne sers plus à rien dans cette société, donc je demande l'euthanasie. Il est là le risque au fond. Bien sûr, mais je crois qu'il faut à cet instant dépasser le problème éthique et moral. Parce qu'on est sur un texte politique. Un texte politique, ça veut dire que la société s'empare d'un sujet et va donner une norme, une ligne. Jusqu'à présent, la ligne, c'était on fait tout ce qui est possible pour un médecin pour sauver une vie. Dès lors que vous mettez une option différente pour le malade, vous allez lui faire porter un poids qui est un poids très particulier. C'est-à-dire, c'est un poids, il est malade, c'est un poids encore plus fort que son individualité. Il va se poser une question de savoir ce qu'il coûte à la société, ce qu'il coûte à sa famille. Et là, vous allez avoir des différenciations entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Et vous rentrez dans des logiques qui sont des logiques extraordinairement périlleuses parce que vous avez introduit une norme politique. Ensuite, la plupart individuellement, si on se pose des questions, qu'est-ce qu'on ne veut pas? C'est souffrir. C'est souffrir jusqu'à l'insupportable. Moi, je me souviens, et je vais vous donner un seul exemple pour vous montrer la difficulté des choses. Une jeune femme veut être euthanasiée. Elle va voir le médecin. Ça ne se passe pas en France, évidemment. Et le médecin va discuter avec elle pour savoir si c'est vraiment cela qu'elle veut. Et elle dit oui, c'est cela. Je veux mourir. À la fin de la consultation, elle lui demande « Est-ce que vous pourriez aussi me vacciner contre le Covid ?» Vous voyez que quand on est dans quelque chose qui est d'une subtilité, de quelque chose qui est extrêmement fragile, et mettre une norme en disant « c'est possible aujourd'hui », ça veut dire que vous allez faire porter un poids de responsabilité qui n'est plus le poids où le médecin dit « moi, mon métier, c'est de soigner ». C'est de vous soulager, mais c'est sûrement pas de mettre de vous tuer, ou vous allez inverser le processus. Vous voyez, puis il y a une appétence. Vous vous rappelez de Jacqueline Junkel, c'est une femme en pleine possession de ses moyens.
qui a considéré que sa vie ne valait plus la peine d'être menée. Et elle avait décidé de mourir. Eh bien, cette mise en scène avait fait plus de 18 millions de vues. Vous voyez comment la société est fragile sur ces sujets-là. Oui. Et donc, moi, je ne suis pas pour une norme qui vienne dire que dans ce pays, on peut pratiquer l'euthanasie. Dans ce pays, on doit soulager, on doit soigner, on doit sauver des vies, on doit empêcher de souffrir jusqu'à peut-être la mort, mais sûrement pas tuer. On voit des images d'un documentaire qui a été diffusé tout à l'heure, qui s'appelle Ensemble, évidemment au cœur des soins palliatifs, qui est absolument touchant, parce qu'on est du côté des soignants, mais il y a aussi ceux qui sont accueillis, qui parlent, qui témoignent. Le professeur Juvin le disait tout à l'heure, il y a la moitié des gens qui rentrent en soins palliatifs qui disent je veux mourir. Et en réalité... 8 jours après, même pas, quelques jours après, une fois après avoir discuté, rencontré le personnel, ils veulent plus. Et dans le documentaire, il y a une séquence qui m'a touché très profondément. C'est le témoignage de ces soignants qui expliquent que c'est du jour au lendemain. Il y a un jour... Parce qu'on vit chaque jour comme une petite victoire sur la vie en réalité. Mais peut-être que la question, le problème sociétal qu'on a, c'est que on n'est pas seul, on vit pas seul, on vit en Europe, et que pour ceux qui, je sais pas, je prends l'exemple de la maladie de Charcot, parce que Charles Bietri notamment en a parlé, c'est inadmissible de devoir aller en Suisse, inadmissible de devoir aller en Belgique ou dans un autre pays, parce qu'on a décidé d'en finir. Et pour la famille, imaginez, donc vous partez et vous rentrez avec un cercueil plombé. Qu'est-ce que nous, on offre comme possibilité? Est-ce qu'on ne doit pas se doter d'un outil qui permette d'éviter qu'on aille en Suisse ou en Belgique? C'est aussi ça la question. Je suis d'accord avec vous, Olivier. Mais simplement, il y a un problème simple. Vous savez très bien que dans les hôpitaux, les médecins, à un moment donné, vont mettre en place des protocoles de soulagement et qui vont mettre en danger votre vie. Je sais. Ça, c'est acceptable, parce que c'est dans un but de vous soulager jusqu'à peut-être vous... Cette fameuse sédation profonde. C'est la sédation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le médecin sait très bien que si il exagère sur la sédation, il peut entraîner la mort. C'est le choix du malade parfois, c'est le choix de la famille. Le choix de la famille quand elle peut pas. C'est une discussion avec les médecins, évidemment. Quel est vraiment, fondamentalement, le choix du patient? C'est ce qu'offre aussi le texte. En principe, c'est le chois du patient. Mais l'interrogation du politique, peut-être, Anne Troubi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que sur le territoire français, des millions de Français n'ont pas accès à ces soins palliatifs. Est-ce que, avant de se poser la question de l'euthanasie, il ne faut pas déjà que nous soyons tous au même pied d'égalité, à savoir cet accès aux soins palliatifs? Et ensuite, le débat peut avoir lieu. Ou alors, est-ce que effectivement, c'est le moment de scinder ce texte en deux projets de loi? Voilà, c'est toute l'interrogation. J'ai l'impression que le débat aujourd'hui sur ce texte ne fait qu'encadrer les modalités avec lesquelles on va permettre l'euthanasie. Alors, moi, j'ai du mal à recevoir cet argument de ce qu'on peut faire du fait d'aller chez les voisins. Et pourquoi est-ce que nous, on ne permettrait pas, parce que d'autres vont être obligés d'aller chez les voisins? C'est un argument qui est utilisé pour justifier la GPA. Et c'est problématique. La question, et il faut remettre au contraire le débat sur la question éthique et morale, c'est est-ce que nous voulons être une société dans laquelle les médecins peuvent administrer la mort à un patient? Et dans la mesure où la question de fond, c'est la gestion de la souffrance, effectivement, la première étape, c'est quand même d'offrir aux gens les moyens de soulager leur souffrance. Et ça, effectivement, on a des textes sur les soins palliatifs qui ne sont pas appliqués. Il n'y a pas de moyens, il n'y a personne. On manque d'experts médicaux dans ces spécialités-là aussi. Il y a des initiatives comme, je crois que ça s'appelle Pallidum, pour les soins palliatifs à domicile, qui sont des initiatives géniales, qui sont à peine suivies, qui sont d'ailleurs pas très médiatisées non plus sur ces questions-là. On sait aussi que, ce que vous disiez, c'est des avis qui peuvent changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande la mort, 8 jours plus tard, peut ne plus la demander. Et là-dedans, il y a beaucoup de facteurs, et il y a aussi ce facteur de l'entourage, justement. On sait, par l'exemple du Canada et de l'Oregon, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il va y avoir des inégalités autour de cette question de l'euthanasie. On sait, par exemple, du Canada et de l'Oregon, que les personnes seules et défavorisées sont surreprésentées parmi les populations qui ont recours à l'euthanasie. Les populations défavorisées, évidemment, ne veulent pas être un poids pour leur famille, et les personnes seules
sont dans un grand désespoir, évidemment, n'ont pas cet entourage. On sait que les personnes qui sont, par exemple, placées dans des EHPAD, qui sont isolées de leurs proches, etc., tendent à dépérir. Et ça, c'est une vraie question de société sur laquelle on peut faire des choses. La santé d'une personne âgée se maintient bien mieux quand elle est aussi à domicile, entourée de ses proches, qu'elle a un entourage soutenant et aidant. Mais ça rejoint un peu, Elliot Maman, ce que disait Michel Houellebecq. Alors, on connaît son opposition à l'euthanasie, et c'était assez intéressant. Il disait, j'ai beaucoup pensé, pas la mort, notamment jeune, je voulais mourir parce que j'estimais que j'étais une charge. Donc, cela dit quelque chose d'une société quand vous estimez être une charge. Voilà, c'est... Oui, d'ailleurs, Michel Houellebecq dit que ce sentiment-là, on dit davantage sur comment l'on traite la question de la vieillesse dans la société que comment l'on traite la question de la mort. Et c'est peut-être aussi sur cela que le regard du politique devrait se diriger. Simplement une précision d'ordre purement législatif. On l'a déjà dit, avant la dissolution, un texte du même ordre avait été présenté en un seul. Il a désormais été scindé. Pour autant, il y a une forme de critique parmi les députés les plus conservateurs qui reprochent notamment une victoire qu'a obtenue de manière tout à fait légale et légitime le député Olivier Falorni, pour lequel la question de la fin de vie est une préoccupation de longue date, qui a obtenu que les textes à la fois sur le soin palliatif et sur l'aide à mourir soient présentés de manière simultanée en séance pour être débattus en même temps et qu'ils aient une date de vote qui sera là aussi la même à la fin du mois de mai, me semble-t-il, le 24. Et ça crée une forme de débat puisque certains disent qu'en un sens, cela va cannibaliser les débats l'un sur l'autre. Et puisque tout le monde est favorable au texte sur les soins palliatifs, alors par essence, il y aura un élan en faveur du texte sur la fin de vie. Pour autant, c'est vrai que j'ai un avis qui est un petit peu moins arrêté sur la question. Je pense qu'il est absolument central, et d'ailleurs Michel Houellebecq le fait aussi, de différencier le caractère actif ou passif de l'action de l'État, de la société et des médecins. Il est vrai qu'une solution à la Suisse, peut-être qu'il y a des dérives naturellement en Suisse où il y a en effet parfois des contrôles qui ne sont pas suffisamment représentés. Une solution à la Suisse où l'action de l'État se limite à fournir un produit que le patient sera ensuite librement en droit de prendre, mais qui ne lui sera à aucun moment administré, ne pose pas les mêmes questions morales que l'aide active à mourir, l'aide active à mourir. Et je crois qu'il nous faut tout de même différencier cela. Une fois encore, je le fais rarement, je vais m'abriter derrière mon jeune âge pour dire que je n'ai pas d'avis arrêté sur la question, mais je crois que c'est une différence fondamentale qu'il faut tout de même intégrer dans nos débats. Bon, en tout cas, peut-être pour conclure, parce que juste pour répondre à Elliot, moi ce que je ne voudrais pas, c'est donner l'impression que ceux qui sont pour ce texte sont les modernes et que ceux qui sont contre ce texte sont les archaïques. Soit les réacs. Soit les réacs. C'est pas une question de ce type-là. On est tous sensibles à cela. C'est de dire une fois encore que la chose publique, c'est une norme. Ce qui se passe dans des hôpitaux, le protocole, le conciliabule entre le médecin et son malade, c'est une chose. Mais légiférer, dire la norme, c'est, au fond, si c'est trop difficile, tu peux toujours mourir. C'est un choix qui change la nature de notre société. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, puisque je vous le rappelle, les débats à l'Assemblée nationale auront lieu donc cette semaine. Et puis l'actualité, c'était retenir cette déclaration de Bruno Retailleau, qui n'était pas du tout en phase avec ce texte, avec cette proposition de loi sur la fin de vie. Tout autre sujet à présent, nous pensions il y a quelques jours à un possible réchauffement climatique entre la France et l'Algérie, mais cela, c'était avant ces nouvelles tensions qui sont à la une de l'actualité. Ces tensions dont l'origine sont les suivantes: l'arrestation d'un agent consulaire algérien en France. Alors cet agent consulaire, eh bien, il est soupçonné d'implication dans l'enlèvement en 2024 sur le sol français d'un influenceur algérien qui s'opposait au président Tebboune. Mais le ministère des Affaires étrangères algérien, eh bien, il ne l'entend pas de cette oreille et il dénonce une cabale judiciaire inadmissible. Je cite, précision de Mathilde Ibanez, et puis on en parle ensuite. C'est une arrestation en plein cœur de Paris qui relance les tensions avec Alger. Vendredi, 3 hommes, dont un membre du consulat d'Algérie en France, ont été arrêtés et mis en examen. Ils sont accusés d'être impliqués dans l'enlèvement, la séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste d'un opposant au pouvoir algérien en 2024, selon le parquet national antiterroriste français. Vous voyez que la situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête, qui s'est saisi
non pas parce qu'il y a un acte de terrorisme, mais parce que c'est un acte, sans doute, peut-être, d'ingérence étrangère. Le fait qu'il y ait un membre du consulat d'Algérie, ça vous interpelle? Ah, ça fait plus que m'interpeller, oui. Ça fait plus que m'interpeller, c'est clair. Côté algérien, le ministère des Affaires étrangères dénonce une cabale judiciaire inadmissible. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français. Ce tournant judiciaire, inédit dans les annales des relations algéro-françaises, n'est pas le fruit du hasard et intervient à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenues. Des tensions qui s'étaient pourtant apaisées ces derniers jours avec la reprise du dialogue bilatéral. Mais l'Algérie demande aujourd'hui la libération immédiate de l'agent consulaire qu'elle juge inadmissible et inqualifiable. Bon, quelle perspective des relations diplomatiques à présent entre la France et Alger? On va en parler, mais avant peut-être un focus sur ce qui s'est passé avec cette arrestation de l'agent consulaire. Est-ce que nous sommes en face finalement une opération des services secrets algériens? Est-ce que nous sommes en face une opération de type barbouzerie, si je puis dire? Claude Moniquet nous éclairait cet après-midi sur l'antenne. Écoutez-le. On est clairement sur une opération de barbouzerie, mais dans ce cas-là, barbouzerie, ça veut dire effectivement action des services secrets algériens. Et les services secrets algériens, il faut quand même le savoir, comme ceux d'autres puissances d'ailleurs, sont extrêmement actifs en France dans l'intimidation de réfugiés politiques algériens ou de certains résidents algériens en France qui sont des opposants à leur régime. Donc on est sur une opération qui est uniquement motivée par des problèmes sécuritaires et des problèmes politiques internes à l'Algérie, mais qui s'exerce sur notre sol, sur le sol français, au détriment d'une personne qui jouit du statut de réfugié, qui est donc une personne particulièrement protégée. Et ça, bien entendu, comme l'a dit Bruno Retailleau, au minimum, c'est très, très interpellant. C'est totalement inacceptable. Affaire effectivement inacceptable, très grave, Olivier Vial, puisque les opposants du président Tebboune sur le territoire français, réfugiés sur le territoire français, sont traqués ici, en France, par les services secrets algériens. Voilà ce qu'on comprend ce soir. Oui, mais en fait, ça fait quand même quelques mois qu'on est très au courant de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a un fonctionnaire de Bercy qui a été interpellé et mis en examen pour espionnage pour l'Algérie. Il cherchait dans les dossiers de Bercy des éléments sur des opposants qui vivaient en France. Il y a eu un autre fonctionnaire qui lui aussi a été d'une préfecture cette fois-ci, qui lui aussi a été interpellé. Donc ça veut dire qu'on a à la fois des services secrets ou des agents d'influence algériens qui mettent la pression sur leurs ressortissants ici pour justement les faire taire, mais on a une vraie politique d'infiltration, y compris de l'administration française, pour pouvoir faire pression sur les Algériens qui vivent en France. Et c'est en ça qu'on a vraiment un régime algérien qui est autoritaire et qui est un régime dictatorial. C'est que sa principale action en France, c'est d'essayer de faire taire ses opposants qui vivent en France. Oui. C'est bien là où on voit que dans tout ce débat qu'on a depuis des mois et des mois, c'est pas une opposition entre la France et les Algériens, mais la France est un régime qui est capable de cracher sur la France, mais aussi de mettre sous pression et d'intimider ses propres ressortissants. C'est ça, effectivement, le vrai problème qu'on a extrêmement grave. Alors, bien évidemment, l'Algérie, dans son communiqué, nie tous les faits. Ils ne vont pas reconnaître l'action d'agents... un communiqué de presse qui est... Oui, qui est assez lunaire, effectivement, avec des adjectifs qu'on n'a pas l'habitude en diplomatie de lire. Olivier, pardon. Oui, puis surtout, ce que je crains, c'est qu'il fasse une sorte de parallélisme avec la situation de Boualem Sansal, en disant vous avez aussi, vous, votre action. Je ferai remarquer simplement que Boualem Sansal est emprisonné à 80 ans pour 5 années, pour l'instant, prévues, pour simplement avoir critiqué l'Algérie. Là, nous avons une affaire d'enlèvement, de tentative d'assassinat, et c'est le parquet antiterroriste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce n'est pas ici que je vais dire que la justice française et les parquets sont redoutablement indépendants. Et penser un instant qu'ils agissent sur ordre du ministre de l'Intérieur, c'est ne rien connaître à la justice française. À l'inverse, je peux vous assurer que la justice algérienne, pour avoir malheureusement un client qui est incarcéré en Algérie, est sous la coupe
du pouvoir algérien. Et enfin, un dernier point, je trouve que la diplomatie française, qui croit très intelligent de rentrer dans une sorte de gentillesse avec l'Algérie en se disant on va obtenir quelque chose, se prend camouflé après camouflé, à être gentil avec des méchants. On ne les rend pas plus gentils, on les rend plus méchants. Et alors c'est effectivement, puisque la semaine dernière, avec Olivier, nous décryptions cette visite de Jean-Noël Barrot donc, en Algérie, qui nous vendait un partenariat d'égal à égal, un partenariat serein et apaisé, après 8 mois de crise diplomatique entre les deux pays. Et on se rend compte, alors je ne suis pas diplomate, mais on vous dit en coulisses, oui, mais il y a ce qu'on voit à l'extérieur et puis ce qui se passe en coulisses. Mais là, ce que nous observons, c'est que Boualem Sansal, il est toujours emprisonné, qu'aujourd'hui, il y a encore de vives tensions et que bien la France est destinataire de communiqués assez insultants. Voilà, rien ne bouge finalement. On nous a surtout dit que Jean-Noël Barrot était un génie de la diplomatie. Oui, c'est ça, mais voilà. Il avait sans doute raison d'aller saluer et caresser dans le sens du poil le président Tebboune. Mais vous avez remarqué que le communiqué dit on est en train de torpiller, certains sont en train de torpiller le processus de paix, soi-disant, donc sous-entendu Jean-Noël Barrot et l'homme qu'il nous faut pour le torpillage du processus de relance des relations. De relance des relations. En revanche, l'homme qui ne veut du mal, vous l'avez compris, celui dont les arguments sont absolument vermoulus et farfelus, c'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas sous ses services. Donc on a bien identifié ce que cherche à appuyer ce quoi vise précisément le pouvoir algérien. Alors, il y a des durs derrière ça. Pas sûr que le président Tebboune soit forcément là derrière. Il y a peut-être plus dur que ça derrière ce pouvoir algérien. Ce qui semble évident, mais je rejoins ce que disait Olivier, c'est que sans doute que le pouvoir algérien a des listes d'opposants au régime qu'ils aimeraient bien que la France livre. Et il en est hors de question. On va écouter Bruno Retailleau, justement. Il est revenu sur cette affaire algérienne ce soir chez nos confrères de LCI. Écoutez. On ne résout pas de crise quand on est trop gentil. Il faut assumer ce que j'ai assumé, c'est-à-dire un rapport de force. Parce que d'ailleurs, c'est aujourd'hui le rapport de force, malheureusement, mais le langage international entre les pays. Il faut donc assumer de poser un rapport de force, et ensuite il faut la diplomatie, où les résultats sont positifs. Boualem Sansal est libéré, et il y a la réadmission de ces Algériens dangereux sur le sol algérien. Je le dirai, je m'en féliciterai. En revanche, s'il n'y a pas de résultats, je le dirai. Il a raison, Bruno Retailleau. Il décrit une situation qui est exactement l'inverse que ce que fait son gouvernement. Mais parce qu'il est tout seul. Il dit rapport de force et ensuite la diplomatie. Et que fait le gouvernement aujourd'hui? Jean-Noël Barrot fait diplomatie et pas de rapport de force. Donc il est tout seul, Bruno Retailleau, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a raison lorsqu'il dit plus de fermeté. Et par ailleurs, dans ce rapport de force, il y a une autre dimension qui... Regardez, il arrive au Maroc, pardonnez-moi. Bruno Retailleau qui, ce soir, est au Maroc. Donc, effectivement, ça se dégrade avec l'Algérie, ça se réchauffe avec le Maroc. Il n'est pas bienvenu en Algérie, Bruno Retailleau. Ouais. Pas prêt d'avoir son visa. D'ailleurs, le ressentiment anti-français qui émane du gouvernement algérien existe évidemment de longue date, mais il s'est par ailleurs renforcé après que la France, vous le savez, a appuyé la décision américaine de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qui évidemment a été un point de clivage particulièrement important pour le gouvernement algérien, absolument, et qui a décuplé les tensions qui pouvaient s'exprimer entre la France et l'Algérie. D'ailleurs, Boualem Sansal, qui a été évoqué tout à l'heure, est à la fois victime d'avoir critiqué le gouvernement algérien, mais aussi d'avoir choisi la France. C'est une dimension qui est très prégnante dans les velléités qu'entretiennent à l'encontre tant de Sansal que de Kamel Daoud, le gouvernement algérien. Et simplement une dernière chose, vous parliez de rapport de force à l'instant, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, rappelle régulièrement que les officiels français, les diplomates, les agents consulaires français qui se rendent en Algérie sont sous la surveillance constante des services algériens à partir du moment où ils posent pied sur le pays, que leurs déplacements ne sont pas tout à fait libres, qu'ils sont plus ou moins escortés et que l'on ne rend pas l'appareil en France. Et là, ça en est une démonstration tellement flagrante que l'on se rend compte que non seulement on ne surveille pas les officiels algériens qui sont sur le territoire français, mais qu'en plus, eux se donnent la possibilité de surveiller des Français comme ils le font précisément sur leur propre sol. Donc il y a en effet une démission de l'action gouvernementale, si je voulais être un peu excessif, qui est assez inquiétante. Et on va revoir cette image, Bruno Retailleau, donc, qui vient de
arrivé au Maroc, donc on voit d'un côté ça se réchauffe. Mais c'est quand même le courage de la France d'avoir fait, et il faut rendre grâce à la diplomatie française, d'avoir fait un choix clair sur le Sahara. C'est-à-dire d'avoir choisi définitivement l'option pour dire que le Sahara était marocain. C'est un choix qui est un choix courageux, et Dieu sait qu'on peut critiquer, et je ne m'en prive pas, la diplomatie française, mais sur ce point-là, le président Macron a fait un choix qui était clair. Il en paye peut-être le prix, mais c'est un choix courageux qu'il faut aussi savoir saluer. Et nous suivrons la visite donc de Bruno Retailleau qui vient d'arriver ce soir au Maroc. Nous suivrons tout cela avec nos envoyés spéciaux, notamment sur place. Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Le Flash Info tout de suite avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À la une, troisième agression antisémite en un mois à Villeurbanne, près de Lyon. Vendredi, un homme portant un collier avec une étoile de David a été pris à partie par deux individus. L'un l'a frappé au visage en l'insultant, pendant que le second filmait la scène. Une enquête est en cours. Selon le préfet de police de Paris, 88% des actes anti-religieux en France sont des actes antisémites. Vous l'entendrez dans 100% politique. Samedi prochain se tiendra la suite des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions. Seul sujet sur la table, avertit Téhéran. Les discussions se tiendront de façon indirecte, une nouvelle fois sous la médiation d'Oman. Les négociations menées hier ont été qualifiées de constructives par les deux parties. Et puis mardi, 6 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron décorera une centaine d'artisans ayant participé à la reconstruction de la cathédrale. Charpentiers, sculpteurs, tailleurs de pierre, tous seront reçus à l'Élysée. 33 lauréats seront nommés chevaliers de la Légion d'honneur, 67 autres à l'Ordre national du mérite. Merci beaucoup, ma chère Isabelle. On vous retrouve à minuit pour l'édition de la nuit. Et pour vous accompagner dans 100% politique, Anne Troubi, Olivier Pardo, Elliot Maman, Olivier Vial et Olivier Benkemoun. Et à la une de l'actualité ce soir, cette terrible et révoltante agression antisémite à Villeurbanne, près de Lyon. C'est dans le Rhône, Isabelle vous en parlait il y a un instant, elle a eu lieu vendredi. Alors, un homme portant une étoile de David a été agressé par deux individus. L'un d'eux l'a frappé, il l'a traité de sage juif, et pas seulement, il l'a traité de sale faf aussi, tandis que l'autre filmait. Une agression vivement dénoncée par la préfecture et la majorité municipale. Alors, nous avons pu nous entretenir avec la victime qui ne pouvait pas s'exprimer en direct tant elle est choquée, mais on vous fait un résumé de ce qu'elle nous a déclaré et c'est signé Mathilde Ibanez. Cet homme promenait son chien, rien de plus banal, lorsque deux hommes se sont interposés. On sait qu'il porte autour du cou une étoile de David, ce qui a manifestement attiré ses agresseurs. Des insultes antisémites fusent, puis ce sont des menaces et ensuite des coups. La victime est frappée au visage pendant que l'autre homme filme la scène. Alors par chance, l'homme s'en sort avec seulement quelques blessures. Il est alors allé porter plainte et une enquête a été ouverte pour menaces réitérées en raison de la religion. Alors selon nos confrères de Valeurs Actuelles, les auteurs auraient revendiqué appartenir à une mouvance d'ultra-gauche et ils sont activement recherché par les forces de l'ordre. Cette agression à caractère antisémite a été vivement condamnée par le maire de Villeurbanne. C'est la troisième depuis le début du mois de mars. Le 8 mars, un autre homme a été roué de coups après avoir été insulté, je cite, de sale juif. 10 jours plus tard, c'est une femme qui est insultée, frappée et menacée de mort parce qu'elle est juive. Face à ces violences, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a assuré que tout serait mis en place pour punir les auteurs des agressions qui s'inscrivent dans un contexte de tension générale en France. Les actes antisémites ont explosé. En 2024, le CRIF recensait 1570 actes antisémites en France contre 436 en 2022. Alors je vous le disais, voilà pour les faits. Nous avons pu nous entretenir avec la victime. Le résumé de l'échange que nous avons eu avec lui, avec Mathilde Ibanez. Alors qu'il rentrait d'une balade avec son chien, deux hommes l'ont violemment agressé par derrière sans qu'il ait eu le temps de réagir. L'un des agresseurs me frappait pendant que l'autre me filmait. J'ai tenté de me défendre, mais j'étais sidéré. Ils m'ont traité à plusieurs reprises de sale juif, de sale feuge. Des violences physiques, mais aussi des insultes. Aujourd'hui, cet homme est traumatisé. Aujourd'hui encore, je suis profondément choqué. Je ne peux guère invisibiliser mes craintes, mes séquelles traumatiques, qui au-delà du physique, sont plus psychiques. Je vis désormais dans la crainte. Ces individus connaissent probablement mon adresse et m'ont promis de revenir me tuer. Je ne me sens absolument plus en sécurité dans mon quartier. Une crainte partagée par la communauté juive. Une peur de marcher dans la rue avec
des petits-enfants, peur d'une agression, peur des regards. Là-dessus, je trouve que c'est très très dommage, quoi. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure prendre des mesures pour protéger la communauté. Nous avons mis en place déjà un dispositif de surveillance, de vigilance, parce que c'est un moment particulier, c'est le moment des Pâques juives. Et nous avons des forces de CRS qui sont sur ce quartier en permanence pour assurer la sécurité. Pour le maire, il est important de mettre un mot sur ces agressions antisémites qui ne cessent d'augmenter. Il y a de l'inquiétude et c'est pour ça qu'il faut mettre des mots, il ne faut pas minimiser les actes, c'est inacceptable et il nous faut sans cesse condamner les actions antisémites, les attaques antisémites et il faut être très ferme là-dessus et il ne faut surtout pas s'habituer, y compris dans un moment où, comme je l'évoquais, il y a une recrudescence de ces actes. Une enquête a été ouverte, les 2 agresseurs sont toujours recherchés. Autre précision, donc, la victime a été traitée de sale juive, de sale faf. Et alors, autre élément qu'il nous a communiqué, ce sont des jeunes qui ont revendiqué leur appartenance à la Jeune Garde. La Jeune Garde, groupuscule d'extrême gauche. Et on voit très bien qu'à Villeurbanne... Il y a un député maintenant à l'Assemblée. Hein. Et il y a un député à l'Assemblée. On va y revenir, Raphaël Arnaud, effectivement. Et c'est la 3e agression antisémite en un peu plus d'1 mois à Villeurbanne, dans ce secteur-là. Olivier Pardot, on sait qu'il y a une communauté des Juifs qui était importante, mais qui l'est de moins en moins. C'est absolument sidérant, cet antisémitisme d'atmosphère. Aujourd'hui, en France, les actes qui ont explosé et rien n'est fait. Alors oui, il y a des belles déclarations, oui, il y a des policiers sur le terrain, mais preuve en est que tout cela continue. Bon, je voudrais dire que moi, je ne me résous absolument pas à l'ambiance qui existe aujourd'hui, dont la responsabilité vient en grande partie de cette assimilation insupportable à l'État d'Israël, État génocidaire comme ils disent, qui autorise des gens à s'en prendre aux Juifs en les traitant non seulement de sales Juifs, mais de sales faf. Et si c'est la Jeune Garde qui fait cela, c'est-à-dire l'extrême gauche, ça démontre un peu plus que l'antisionisme qui est déversé par la France insoumise est de nature à créer des comportements qui sont des comportements d'hyperviolence. Je rappellerai simplement une chose, et qui me fait mal au cœur, croyez-moi. La France est, avec la Belgique, le seul pays d'Europe où on meurt parce qu'on est juif. Vous entendez bien. Depuis Mohamed Merah, sans remonter à l'attentat de la rue Copernic, sans remonter à l'attentat de la rue des Rosiers, Mohamed Merah, l'hypercacher et tous ceux qui ont suivi, c'est pas uniquement qu'on se fait traiter de sale juif. Ça, c'est déjà grave en tant que tel, mais que l'on meurt, que l'on tue en Europe, et on tue en Europe pas n'importe où, pas en Russie, où il y a une communauté juive importante, pas en Angleterre, dans 2 pays. La France, en numéro 1, la Belgique en numéro 2. Et ça, c'est totalement insupportable. Et moi, je m'étonne, à un moment donné, on peut faire des déclarations, on peut mettre des fleurs partout, oui. on peut faire des minutes de silence. Mais quand est-ce qu'on va considérer que ceux qui prônent l'antisionisme à tout crin, avec une sorte de veulerie insupportable, ont une part de responsabilité dans ce qui se passe? Et alors, Anne, ce qui est absolument atroce, c'est qu'il y a tout un procédé, si je puis dire. C'est-à-dire que la victime se fait casser la figure, bien évidemment lâchement en étant tapée par derrière, et puis filmée également. C'est-à-dire que tout cela, c'est revendiqué, c'est fait pour être su, connu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est absolument intolérable, comme le disait Olivier Pardot à l'instant. Et on s'interroge, toutes ces alertes, elles sont quotidiennes et on a le sentiment que beaucoup regardent leurs pieds, regardent ailleurs. Et le résultat, c'est là, on parle de sécurité policière qui va être mise autour des communautés juives. Le résultat, c'est que c'est comme la discussion qu'on avait tout à l'heure avec le fait divers de la joggeuse disparue, c'est qu'en fait, c'est les populations françaises qui se retrouvent à se protéger soi-même et c'est le recul des libertés des Français. Ouais. C'est face à une insécurité croissante. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des états d'urgence terroristes, on a des états d'urgence par-ci, des états d'urgence par-là. On se retrouve à organiser sa propre sécurité ou vivre sous surveillance, sous opération Vigipirate, etc. en permanence. Mais c'est pas normal que ce soit la sécurité, que ce soit les libertés publiques des Français
qui se retrouvent mises en danger par les actes, par les agressions de quelques-uns. Voilà. Alors ce dimanche, je vous donne la parole dans un instant, mais soulignons que ce dimanche était marqué par 2 fêtes religieuses particulièrement importantes. Aujourd'hui en France, le dimanche des Rameaux, qui ouvre la semaine sainte avant Pâques pour les catholiques, la fête de Pessah qui a commencé hier soir, l'une des plus importantes fêtes du judaïsme. Et dans ce contexte, eh bien, aujourd'hui en France, et on commence à être habitué, c'est-à-dire que les autorités sont obligées de se mobiliser des forces de l'ordre pour les chrétiens, les juifs puissent sereinement célébrer leur fête. Depuis le 7 octobre, et même avant d'ailleurs, la communauté juive est sans cesse sous surveillance. On va écouter Laurent Nunez justement, qui revenait sur cette surveillance ce matin dans la grande interview. Elle ne vit pas assiégée, elle vit protégée. Elle est protégée, donc on a des dispositifs dynamiques, des policiers, des militaires du dispositif Sentinelle autour des lieux de culte. Elle est protégée, mais voilà. Elle est menacée en permanence. Il y a une volonté forte de leur part de continuer à exercer le culte. Nous sommes en lien direct. Moi, je connais tous les responsables de la communauté juive nationaux et franciliens. Même chose évidemment pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, il y a des contacts réguliers et donc voilà, on continue à assurer ce haut niveau de protection et surtout j'insiste à ne rien laisser passer en termes de discours qui s'apparente ou qui est clairement antisémite. On ne laisse rien passer. C'est-à-dire dans les manifestations pro-palestiniennes, on entend des slogans, on voit des pancartes, des propos, on saisit systématiquement la justice et les personnes sont poursuivies. Et ça, c'est important de ne rien laisser passer en matière d'antisémitisme. Mais depuis le temps qu'on voit des hommes en armes devant nos synagogues, devant nos églises, on devrait finalement avoir un électrochoc. Là, on ne peut pas s'habituer à cette situation. On ne peut pas s'habituer à cette situation et surtout, il faut bien avoir en tête que ce phénomène n'est pas né le 7 octobre. Le 7 octobre ne l'a qu'accéléré et que là, on a deux foyers très différents. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est l'ultra-gauche. Et l'ultra-gauche, en fait, est en train, a toujours eu un fond antisémite. Extrême depuis toujours, depuis Marx, depuis Proudhon, il y a une volonté d'associer le juif au capitalisme et ça a toujours irrigué l'ultra-gauche. Et petit à petit, grâce à LFI, ça a eu un phénomène de contagion et ça s'élargit au sein d'une grande partie de la gauche, mais ça vient de cette ultra-gauche-là. Une ultra-gauche qui, ces dernières semaines, s'est extrêmement radicalisée. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est effectivement cette agression. La Jeune Garde, il y a 8 membres de la Jeune Garde qui sont mis en examen pour avoir agressé dans le métro un jeune de 15 ans pour des raisons antisémites, donc c'est déjà arrivé, c'était il y a quelques mois. La semaine dernière, il y a un McDo qui a été brûlé intégralement à Toulouse, avec comme slogan « Brûler un McDo, libérer Gaza », et on l'a brûlé parce que c'était un combat, parce que justement McDonald's avait commis comme seule erreur d'offrir des repas au lendemain du 7 octobre aux militaires de Tsahal qui avaient justement protégé et essayé de protéger les gens pendant le 7 octobre. On a quelques jours avant, à Saint-Égrève, une usine qui a été intégralement sabotée parce qu'on estime qu'elle travaille avec Israël. Elle a été sabotée, ça coûtait plusieurs millions d'euros de sabotage, fait par 100 personnes proches des soulèvements de la terre, tous vêtus de blanc et masqués. Ils sont rentrés dans l'usine, ils ont tout saboté. Et là encore, motif antisémite, antisioniste. Ça, c'est juste ce qui s'est passé en 15 jours. Et personne n'en parle. En fait, moi, vous savez, c'est mon sujet. Je suis ces mouvements de contestation. Je suis impressionné qu'on puisse avoir ce qui, dans n'importe quel autre pays, serait considéré comme des attentats. Quand on fait brûler intégralement un McDonald's, avec des bombes incendiaires, quand on saccage une usine pour des raisons d'antisionisme, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, c'est excessivement grave. Et pourquoi personne n'en parle? C'est quoi? C'est le privilège rouge, encore une fois? En fait, aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est qu'effectivement, on sent qu'il y a les services de renseignement commencent à s'en emparer, mais avec une logique de considérer que tout ce qui vient de l'extrême gauche et de l'ultra gauche serait une sorte de folklore qu'il faudrait qu'on accepte. C'est pas un folklore qu'il faut qu'on accepte. Non. C'est quelque chose qui est de plus en plus dangereux. Et malheureusement, si on ne fait rien, on voit bien qu'il y a une radicalisation, il y a une surenchère entre les mouvements et on va de plus en plus loin. On est passé de quelques sabotages à maintenant des bombes incendiaires, à des agressions physiques. C'est quoi la prochaine étape? Et des élus aussi au passage. Le maire de Montpellier, on va peut-être voir le tweet, lui aussi nazifié. Vous voyez, nazifié uniquement pour avoir
avoir dit qu'il souhaitait la libération des otages détenus par le Hamas et qu'il souhaitait le cessez-le-feu à Gaza. Et voilà. Et aujourd'hui, il est, Olivier, nazifié, comparé à un SS. Tu soutiens Israël, tu es sioniste, t'es un nazi. Hein. Enfin, pour faire court. Est-ce que les manifestations qui sont quotidiennes devant Sciences Po continuent à émouvoir qui que ce soit? Non. Est-ce que quelqu'un va manifester dans la rue pour les jeunes filles qui sont cette jeune fille qui avait été violée à Courbevoie, à peine juive? Est-ce que les gens se mobilisent à chaque fois qu'il y a une attaque contre des juifs? Non. C'est terminé. Et ça c'est théorisé en plus. 35%, je vais vous donner ce chiffre tout à l'heure, mais je le rappelle et je le répète, 35% des 18-24 pensent qu'il est normal de s'en prendre aux jeunes juifs parce qu'ils soutiennent Israël. 35%. À partir du moment où ça atteint des chiffres pareils dans la société française, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est insupportable. Donc le combat continue. Tout le monde dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut éduquer. Mais comment faire là? Comment faire aujourd'hui? Moi, ce que je trouve abominable, et je vais terminer là-dessus, juste pour Villeurbanne, il était ciblé. Mais complètement. Cet enfant, on verra ce que révèle l'enquête. Il était ciblé. On arrive à 2 sur lui. Il a été ciblé. On savait très bien qui il était. Ils sont arrivés à 2. Et un des deux filmé. Je rappelle qu'en France, on attaque des rabbins aussi. C'était il y a quelques jours à Orléans, ça aussi, il y aurait dû y avoir des manifs, enfin, des choses, des gens qui se disent mais c'est pas possible qu'on ait ça en France. Il ne s'est rien passé. Hein, Aurore Berger a eu la gentillesse d'aller voir ce rabbin. À part ça, il ne s'est rien passé. Lui aussi, il était filmé. On avait envie de montrer l'agression d'un juif, de lui taper sur la gueule, de taper haut et fort un rabbin, évidemment, et de le filmer. Et ça, moi, je trouve ça terrible. Mais quand on a ce chiffre, je reviens à ça, 35% des 18-24 qui pensent que tout est normal, c'est normal d'en vouloir aux juifs de France parce qu'ils soutiennent Israël, le grand amalgame. Je pense qu'on a perdu une grande bataille et il faut reprendre les choses en main. Et Olivier Rafovitch, d'ailleurs, le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est exprimé sur cette agression à Villeurbanne. On va le voir dans un instant. Elliot Maman. Non, simplement, ce qui rend la lutte contre l'antisémitisme d'autant plus compliquée, c'est que l'antisémitisme s'exprime toujours en étant relié à une forme d'hygiénisme. Ça a d'ailleurs été le cas dans l'histoire avec l'extrême droite, c'est le cas aujourd'hui dans son expression et dans la violence que déploie l'extrême gauche, puisqu'il est d'ailleurs très caractéristique, en l'occurrence, que le jeune homme ait été traité à la fois de faf et de sale juif, c'est-à-dire on s'attaque à un juif parce qu'il est fasciste, et de ce fait, c'est un peu la logique qui a été déployée dans la préface de Sartre, dans les damnés de la terre de Frantz Fanon, c'est-à-dire qu'en un sens, on crée une victime en supprimant un oppresseur. C'est absolument la logique qui est mise en œuvre dans cette histoire-là. Et cet hygiénisme se déploie également dans les autres actions violentes qui sont faites. Vous mentionniez à l'instant, Olivier Vial, le cas d'un restaurant, d'une chaîne de restauration rapide qui a été attaquée. On ne lui reproche pas, non seulement on ne lui fait pas le seul grief d'avoir eu un élan de solidarité à la suite du 7 octobre, on lui reproche également de simplement continuer à opérer en Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une association, BDS, Boycott des investissements et sanctions, qui traque l'intégralité des entreprises qui continuent à opérer et à avoir des actifs en Israël et qui demandent soit l'arrêt du financement de ces entreprises, soit leur boycott à la population civile de manière générale, qui font des listes et qui rendent la lutte contre l'antisémitisme particulièrement compliquée, puisque précisément ces actions-là se font au nom d'un humanisme, au nom d'une forme d'hygiénisme. Mais on leur donne le bâton. Quand Emmanuel Macron boycotte, interdit aux sociétés israéliennes d'armement de participer à Eurosatory, c'était le cas l'an dernier, il fait exactement la même chose. Il donne du grain à moudre à ces associations-là. Benjamin Netanyahou, vous parliez d'Emmanuel Macron, c'est intéressant de vous entendre à ce sujet, Olivier Pardo, justement, puisque on vous le rappelle, c'était mardi dernier, Emmanuel Macron qui a dit bien vouloir aller vers une reconnaissance de l'État palestinien. Et donc, dans les prochains mois, il l'a dit en juin, il était à bord de l'avion, de retour en Égypte, rétropédalage vendredi. Alors, puisque tout le monde, puisque le Hamas, les terroristes du Hamas, donc ont salué cette posture d'Emmanuel Macron, conséquence, beaucoup d'indignation dans la classe politique, notamment à droite. Rétropédalage vendredi d'Emmanuel Macron qui a dit mais non, c'est une fake news, je n'ai jamais dit ça. Bon bref, Benjamin Netanyahou, Olivier Pardo qui a réagi, posture d'Emmanuel Macron qu'il ne comprend pas, bien évidemment. Le président Macron se trompe gravement lorsqu'il continue de promouvoir l'idée d'un État palestinien
au cœur de notre pays, dont la seule ambition est la destruction de l'État d'Israël. On le rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes l'avocat de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce qui se dit justement depuis cette déclaration? C'est intéressant de vous entendre dans l'entourage du Premier ministre israélien. La relation entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron est une relation passionnée. C'est-à-dire que c'est une relation importante pour Benjamin Netanyahou. La position de la France et ce que dit Emmanuel Macron est quelque chose qui compte pour lui. Quelqu'un qui parle français, qui s'intéresse énormément à la politique française. Qu'est-ce qui condamne? Qu'est-ce qu'on peut condamner? D'abord, c'est l'instant. Y a-t-il des otages qui ont été libérés? Y a-t-il le Hamas qui a rendu les armes? Non. Donc ça serait donner une victoire symbolique au Hamas, c'est-à-dire au pire pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale, dont le triomphe, le trophée, serait d'avoir arraché la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis je voudrais dire deux choses. Il y a eu une expérience d'État palestinien. C'était un État qui n'avait pas toutes les possibilités d'un État, mais quand même c'était un État, c'était la bande de Gaza. Depuis 2005, Israël s'est entièrement retiré de la bande de Gaza. C'était un territoire qui a été où il y a eu un déluge d'argent qui est arrivé sur ce territoire-là. Qu'ont-ils fait de cet argent? Ils ont fait des armes pour détruire Israël. Pour détruire Israël. Et puis, un État, quelle frontière? À quel endroit? Une fois que vous dites l'État, c'est un mot valise comme ça que vous lancez. Mais vous n'avez aucune réalité derrière. Oui, c'est ça, oui. Vous n'avez aucune possibilité de faire cela. C'est donner du crédit à les pires des ennemis. À aucun moment, l'OLP, le Fatah, qui est à Ramallah, n'a condamné le 7 octobre. À aucun moment. Vous avez toujours cette logique-là. Et enfin, est-ce qu'un jour, nos politiques regarderont la géographie de ce territoire, avec un pays qui s'appelle la Jordanie, qui est composé à 70% de Palestiniens, avec des circulations qui sont impossibles entre la bande de Gaza et la Judée et Samarie, que d'autres appellent la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez la paix, si vous voulez une solution de paix réelle, que veulent profondément les Israéliens, à ce moment-là, il faut imaginer autre chose. Il faut sans doute penser une confédération d'États avec une liberté de circulation entre différentes populations. Mais pour cela, il faut que les Palestiniens acceptent cette idée qui pour eux est insupportable, que des Juifs soient pour l'éternité dans leur terre ancestrale et qu'ils ne considèrent pas qu'ils seront à tout jamais des dhimmis, des gens secondaires, mais que ce sont des gens qui seront là et qui seront là pour l'éternité. Le jour où les Palestiniens feront ce travail-là, considéreront par exemple, vous savez en Israël vous avez un moment qui s'appelle la paix maintenant, Shalom Arshav. Est-ce que vous avez entendu des Palestiniens se lever en disant « Allez, stop, on veut la paix avec Israël à tout craint. On est contre nos dirigeants, on veut la paix ». Jamais. Est-ce que le Hamas qui est à Gaza, est-ce que vous avez vu, comme dans tous les pays qui sont dominés par une dictature, car le Hamas est une dictature, vous avez des résistants, vous avez des gens qui disent on va résister, on va essayer de sauver les otages. Aucun. Il y a eu des manifestations, on a vu quand même contre le Hamas, ouais. Mais jamais dans l'idée de dire ça suffit. On va donner des renseignements pour dire où sont les otages. Tout le monde sait, Olivier Benkemoun, mieux que quiconque, que ces otages ne sont pas qu'entre les mains du Hamas, mais sont souvent entre les mains de la population gazaoui. Olivier, on le rappelle, qui a été à plusieurs reprises envoyé spécial pour nous. Vous avez suivi ce conflit, bien évidemment. Non, mais et Olivier a raison, c'est-à-dire qu'ils sont baladés dans les tunnels, dans des conditions atroces, mais ils ont aussi utilisé comme esclaves. Les jeunes filles ont beaucoup été utilisées comme esclaves dans des populations. Donc on dit rapidement au bouclier humain, mais enfin non, ils ont été utilisés réellement, maltraités très souvent. Il y a énormément de témoignages.
pas un mot sur les otages. Jamais, effectivement, pas un mot sur les otages. Et ce qu'on regrette de la part d'Emmanuel Macron, dans sa déclaration, il ne peut pas revenir dessus. Il l'a dit publiquement dans un avion, au micro d'un journaliste à la télévision. C'est de ne pas avoir fait ce préambule. Bien sûr que lorsqu'il n'y aura plus les terroristes du Hamas, bien sûr que lorsque tous les otages auront regagné Israël, bien sûr qu'on pourra envisager l'idée que peut-être il y a un État palestinien, mais on ne dit pas ça va être fait en juin, on va reconnaître l'État palestinien sans aucune garantie, sans rien, avec quelle frontière et avec quel interlocuteur. Et en postant un message en arabe et pas en hébreu, ça aussi, ça avait été, en termes de communication, c'est assez révélateur. À qui parle-t-il ? La question, c'est à qui parle Emmanuel Macron quand il fait cela ? Est-ce qu'il parle à la rue arabe française ? Est-ce qu'il parle à l'Arabie Saoudite, qui, elle, n'est pas si précise que ça ? Il revient d'Égypte, c'est vrai, c'est un détail important. Il revient d'Égypte. Pendant 48 heures, on lui a dit non, hors de question que les Palestiniens reviennent en Égypte, hors de question. C'est une possibilité. Je rappelle que les Égyptiens accueillent des Palestiniens. C'est hors de question pour les Égyptiens qui ont connu déjà cette situation et qui ont connu le terrorisme à côté de ça. Et puis on lui a fait aussi la danse des 7 voiles, je vous rappelle, en lui montrant que l'Égypte avait acheté des Rafales. Il y avait un gros contrat de 7 milliards pour des industries. Des industries vertes, d'hydrocarbures, je sais plus, enfin bon. Et donc, il y a des marchés, voilà. Donc, il y a peut-être derrière tout ça aussi des volontés de plaire économiques qui comptent dans la balance. Et Elliot Maman, et puis après nous parlerons des alertes qui sont de plus en plus fréquentes, des alertes à nous, Français, par des Iraniens, par des Afghans, par aussi des chrétiens d'Orient, par des Israéliens qui nous disent attention, faites attention à vous. On en parle dans un instant. On entendra Mona Jafarian qui est venue témoigner hier, franco-iranienne, témoignage absolument exceptionnel. Mais avant, Elliot Maman, pour conclure sur effectivement cette prise de position d'Emmanuel Macron, bien qu'il est difficilement passé à droite dans l'échiquier politique français et puis auprès de Benyamin Netanyahu. Absolument, non. Et deux dimensions d'ailleurs. Emmanuel Macron, au cours de sa visite en Égypte, est tout de même parvenu à rejeter la faute sur les Israéliens pour le peu d'aide humanitaire qui a été envoyée au sein de la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en oubliant de rappeler tout de même que le Hamas a bien souvent confisqué l'aide humanitaire qui a été envoyée, que le gouvernement israélien a déployé un nombre d'efforts considérables précisément pour permettre à de l'aide humanitaire d'aboutir à Gaza et aux civils gazaouis, allant d'ailleurs jusqu'à reprocher à des civils israéliens parfois d'avoir ralenti certains processus, tandis que l'Égypte, elle, voulait absolument fermer et garder sa frontière entre Gaza et l'Égypte de façon aussi imperméable que possible, précisément puisqu'ils avaient peur qu'en envoyant de l'aide humanitaire, il y ait une forme d'échange de bons procédés qui les contraignent ensuite à récupérer des réfugiés palestiniens. Donc il n'a pas rappelé ses responsabilités, il n'a pas mis les dirigeants égyptiens face à leurs responsabilités lors de sa visite sur place. Et un dernier point, il y a une dimension très contradictoire dans la déclaration d'Emmanuel Macron qui consiste à dire, vous savez, lorsqu'il a évoqué la possibilité de reconnaître un État palestinien, il a dit qu'il fallait que cette reconnaissance soit assortie d'une reconnaissance de la plupart des pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël, d'une normalisation avec l'État hébreu. Or, précisément, si l'Iran a pressé le Hamas de déployer les attentats du 7 octobre, c'est parce que l'Iran souhaitait que l'Arabie saoudite cesse son processus de normalisation avec l'État hébreu. Et depuis le 7 octobre, de fait, il faut constater que l'Arabie saoudite s'est retirée des pourparlers dans le cadre des accords d'Abraham qui consistaient précisément à normaliser les relations entre Israël et un certain nombre d'États arabes et du Proche-Orient avec Israël. Donc il y a quelque chose de fondamentalement contradictoire dans la proposition d'Emmanuel Macron. Et on verra les suites diplomatiques. Il faut attendre que l'Algérie reconnaissent Israël, je peux vous dire que l'État palestinien n'est pas prêt de voir le jour. Bon, en tout cas, nous parlions tout à l'heure de ces actes antisémites en France qui explosent, notamment depuis le 7 octobre. Et on le voit, en tout cas, à Villeurbanne, la jeune garde, l'extrême gauche qui est pointée du doigt, une extrême gauche qui, en règle générale, est assez proche des islamistes. On l'a vu dans la rue, avec ces manifestations pro-palestiniennes notamment. Et il y a des alertes. Alors, il y a des alertes sur la situation en France contre l'obscurantisme. On en a de plus en plus, mais peut-être qu'on ne veut pas les voir. Peut-être que nous nous voilons la face. Hier, la franco-iranienne Mona Jafarian, qui publie justement mercredi prochain un livre sur son combat contre l'obscurantisme, était sur ce plateau. Et puis elle racontait qu'au début, l'objet de son livre, c'était la lutte contre l'obscurantisme en Iran. Et puis,
avec ce qu'elle observe autour d'elle. Elle s'est dit, mais non, la lutte contre l'obscurantisme, c'est à la fois en Iran, mais également en France. On écoute son alerte. J'ai décidé de réorienter ce livre parce qu'à la base, je voulais parler de ce qui se passait en Iran uniquement. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive une sorte de j'accuse, mon cri de colère, pour dire à la société française, réveillez-vous. Parce que croyez-moi, les Iraniens, avant 79, n'auraient jamais pu imaginer une seule seconde que leur pays bascule comme ça. Et ce que je suis en train de voir aujourd'hui en France me fait terriblement peur, puisque ce soit moi, que ce soit mon ami Marzi Hamidi, qui est championne de taekwondo afghane, on a finalement cette même conclusion, c'est qu'on est en train de se coucher face à l'islamisme et que tous ces milieux qui devraient être derrière nous, qui devraient porter notre voix, comme les milieux féministes, comme les milieux antiracistes, comme tous ces milieux qui finalement devraient porter notre voix, aujourd'hui. Nous insultent, nous menacent, tentent de nous faire taire. Et face à cette situation, c'est là où je me suis dit, il faut qu'on explique comment l'Iran a basculé. Anne Tréby, aujourd'hui, Mona Jafarian, elle se bat pour la liberté des femmes iraniennes, la liberté des femmes dans le monde entier, des femmes afghanes également. Et elle est sous protection policière pour ce combat pour la liberté. Et elle est insultée, menacée, notamment par des mouvements féministes. Alors que dans un monde normal, effectivement, les mouvements féministes, on pourrait s'attendre à ce qu'ils la soutiennent. Et ce n'est pas le cas, pire, ils l'insultent. Alors, au niveau des mouvements féministes, on sait depuis longtemps qu'il y a quand même une collusion avec notamment tout le phénomène de l'intersectionnalité qui a beaucoup irrigué le féminisme et qui, pour faire très simple, a décrété une forme de convergence des luttes entre les différentes minorités, qu'elles soient raciales, les femmes, les minorités sexuelles, etc. Ce qui muselle énormément les mouvements féministes actuels. Après, il y a effectivement il y a un sujet dont on ne veut pas parler là-dedans, parce que c'est évidemment pas très politiquement correct, c'est la question des migrations de masse. C'est-à-dire qu'on importe sur notre territoire des conflits qui sont étrangers. Enfin, on voit des affrontements entre bandes ethniques dans certaines cités. On voit que dans certaines cités en France, il y a des communautés comme la communauté juive, mais comme aussi les petits Français de souche, qui finissent par déménager parce qu'il y a une pression à leur égard. Parce qu'il y a effectivement cette question qu'on a évoquée longuement, et il y a aussi des agressions contre les petits blancs dans les quartiers. Il y a des agressions contre les catholiques. Il y a quand même le père Hamel qui a été égorgé en France il y a quelques années. Il y a une pression 2016, par l'immigration de masse qu'on refuse de voir, qu'on refuse de nommer, parce que c'est pas politiquement correct, parce qu'en France, on refuse les statistiques ethniques, on refuse de parler de ça, parce qu'on se cache derrière notre petit doigt, et on se cache derrière des concepts comme la laïcité. Mais la laïcité, c'est pas effacer la religion et effacer ces questions-là de l'espace public. La neutralité d'un service public ne doit pas obliger les gens à faire rentrer la religion dans l'espace privé. C'est pas juste, c'est pas ça qu'est une religion en fait. Et là, dans cette lutte contre l'obscurantisme, parce que c'est vrai qu'il y a un récit, beaucoup vous disent, ils sèment la confusion entre la lutte contre l'obscurantisme et le racisme. C'est-à-dire que lutter contre l'obscurantisme, c'est ne pas être raciste, c'est ne pas être islamophobe, c'est lutter contre l'islam politique. Cet islam, on voit ces offensives, on va en parler d'ailleurs dans nos universités en France. D'ailleurs, en Suisse, Elliot. Et il y a tout ce récit qui s'est mis en place justement pour que ce combat ne puisse avoir lieu. Oui, alors ça, c'est effectivement très intéressant, notamment à partir de 2003, il y a l'émergence du concept d'islamophobie. L'islamophobie, ce qui est très intéressant, c'est que ce concept qui existait déjà, il va être théorisé par un chercheur français, Alain Grèche de mémoire, et qui va faire des conférences dans toutes les universités françaises avec les étudiants musulmans de France, donc la branche française des frères musulmans chez les jeunes, qui vont faire des conférences dans toutes les universités pour justement imposer cette idée d'islamophobie qui est finalement le point Godwin ultime qui vous empêche de réfléchir sur ces questions-là. Et pourtant, des lanceurs d'alerte, vous l'avez dit, il y en a eu beaucoup. Il y a effectivement aujourd'hui cette Iranienne, Boualem Sansal, dans son livre 2084, nous explique exactement ce qui va se passer. Georges Bensoussan, mais des gens qui nous expliquaient surtout qu'ils ont vu ce qui se passait dans leur pays, comment l'islamisme a renversé des régimes en Algérie, comment ils ont renversé le régime iranien. Et il y a aussi la question de savoir
comment ça se passe dans notre pays. Parce que dans notre pays aussi, tout n'est pas aussi spontané que ça. Mona Jafarian, elle nous dit clairement, nous on a connu ça en Iran, vous allez connaître la même chose en France si vous ne vous réveillez pas. Il y a des gens qui travaillent à ça. L'Iran a des services secrets, il y a le service Al-Quds, où un de leurs agents a été arrêté à Dijon il y a quelques mois, alors qu'il était en train d'infiltrer des associations étudiantes à Dijon pour justement pousser les étudiants dans cette direction-là. On a Emmanuel Razaoui, qui est aussi un très grand chercheur, journaliste et chercheur sur les questions iraniennes, qui a montré comment l'Iran a infiltré beaucoup de mouvements de gauche au cours des 30 dernières années, et comment effectivement ils ont réussi comme ça à faire une influence extrêmement inquiétante et à faire avancer leur agenda. Et puis vous avez des pays comme le Qatar, qui finance aujourd'hui de façon extrêmement importante un média par exemple qui s'appelle AJ+, et qui a pour objectif de faire de la propagande chez nos 18-24 ans. Donc quand vous dites tout à l'heure que les 18-24 ans sont 35% à considérer qu'il est normal de s'attaquer à des juifs, c'est l'offensive médiatique. C'est pas totalement spontané, c'est que ça fait des années qu'on a des médias étrangers, ingérences étrangères, payés par des États qui savent exactement pourquoi ils font ça. Ils ne le font pas de façon extrêmement généreuse, mais c'est bien parce qu'ils poursuivent un agenda, et cet agenda, c'est effectivement de créer la dissension dans notre pays et d'imposer l'islamisme, et notamment le frérisme. Regardez bien, Mona Jafarian, on a vu, qui parle sous protection policière. Florence Bergeau-Blacker, sous protection policière, interdite de conférences. Et Mona Jafarian, se m'étonnerait qu'on la voit dans beaucoup de médias et dans beaucoup de conférences. Gilles Kepel était le premier à dénoncer ce qui se passait à l'intérieur des universités et l'entrisme, interdit de fac. Fabrice Balanche, on a parlé parce que c'est lui qui il y a quelques jours sous protection fonctionnelle. Sous protection, c'est ce prof à Lyon qui a été empêché de donner son cours, spécialiste de la Syrie, qui a été le premier à rappeler que attention, ce qui se passait aujourd'hui en Syrie, c'était à nouveau Daesh qui revenait, et que vous alliez voir ce que vous allez voir dans quelques temps, c'est la charia sera à nouveau en Syrie. On a beau, M. Barrot a beau aller serrer la main des nouveaux dirigeants, ça n'y changera rien. Voilà, donc la liste, on pourrait l'allonger, mais les lanceurs d'alerte aujourd'hui, regardez bien de quelle manière ils sont traités en France, et vous allez comprendre ce qui se passe. Et moi, voilà, on en est rendu au fond au livre de Houellebecq, de soumission. Oui. On en est là. Maintenant, vous venez d'égrener les victoires de nos ennemis. Quelles sont nos victoires? Pardon de le dire ici, mais cette chaîne est une des victoires, parce que c'est une chaîne qui dit la vérité, essaye de voir le réel tel qu'il est. Exactement. C'est-à-dire ne prend pas une idéologie en disant attention, on va heurter, on va être traité d'islamophobe. Donc ce sont des victoires. Moi, j'entends, je vois les victoires qui sont en train d'être menées. Mais c'est un combat. Et dans ce combat-là, il y a une institution qui est d'une fragilité absolue, c'est la justice. Je suis navré de le dire. Pourquoi? Parce que vous avez toute une série de plaintes sur l'apologie du terrorisme qui vise Rima Assad, qui vise Emeric Caron, qui vise d'autres. Où en sont-elles? Que font-ils? Que font-ils? Pourquoi n'agissent-ils pas? Ils sont si prompts à agir quand la lumière est sur un homme ou une femme politique. Là, c'est un mouvement qui met en danger toute la société française. Et que font-ils? À un moment donné, les armes d'une démocratie, il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une. Ça s'appelle la justice, qui frappe, qui condamne et qui met un coup d'arrêt. Aujourd'hui, c'est l'impunité totale. Pourtant, les plaintes sont là. De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Demandez à la procureure de Paris. Parce que c'est elle qui décide de ne pas instruire ces plaintes. Mais pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'on se dit, attention, on est dans un secteur mouvant, on va créer quelque chose, on va avoir une réaction. Et pendant ce temps, nos adversaires avancent à l'université, dans les médias, prennent des parts de marché. Et nous devenons des résistants. Mais des résistants avec très peu d'armes, si ce n'est... Voilà l'arme.
Ça s'appelle un micro. Mais Anne Tréby, ce sont aussi les Français, puisque vous le disiez, nous sommes journalistes, nous avons des journalistes qui vont au contact des Français, nous les écoutons et ils voient très bien ce qui se passe. C'est plus au niveau des médias, c'est plus au niveau du politique, de nos gouvernements aujourd'hui. Et de génération, parce que c'est pas la même. Effectivement, quand on parle des Français, malheureusement aujourd'hui sur ces questions-là, il y a une vraie différence entre les générations. Les 18-24 ans, vous savez, il y a ce fameux sondage qui est sorti il y a 15 jours sur la religion dans l'entreprise, où les 18-24 ans considèrent comme tout à fait acceptable que quelqu'un refuse de servir quelqu'un en fonction de sa religion. On traduit, en réalité, ça veut dire qu'un musulman puisse refuser de servir quelqu'un parce qu'il est juif. Et bien ça, on a 40% des 18-24 ans qui trouvent ça acceptable aujourd'hui. Pourquoi Parce que, par exemple, vous avez un livre remarquable sur Edoui Plenel qui montre qu'un des médias de combat a pris le mouvement islamiste aussi dans son escarcelle et a porté ainsi, avec une lumière mise sur d'autres éléments, eh bien, a porté un combat à la Gramsci, c'est-à-dire un combat culturel, qui a gagné. Et les politiques, moi, sur l'antisémitisme, le gouvernement est impeccable. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est très bien. Mais derrière, la société est travaillée au corps. Et petit à petit, c'est la société qui va l'emporter sur les politiques. Et les digues vont céder. Et le problème, c'est de France face à face, Anne Tréby aussi, puisqu'on voit tout de même, notamment sur le fait religieux, on a eu une explosion des baptêmes ces derniers temps. Cette année, on voit des églises qui se remplissent de plus en plus. Voilà, on voit aussi qu'il y a un besoin de revenir finalement à ses racines. Il y a aussi ce phénomène-là en parallèle qu'on observe. Alors peut-être pas effectivement de manière spectaculaire, mais il existe. Il existe et il est quand même assez impressionnant quand on voit justement les églises qui pleines, quand on voit le nombre de baptêmes, quand on voit le succès de grands pèlerinages comme le pèlerinage de Chartres l'année dernière. On a quand même, il y a deux choses qui ont été évoquées à l'instant. Il y a la question de la justice. Il y a un gros problème avec cette question de l'immigration de masse et de la présence d'un islam conquérant en France. Il y a la question des libertés publiques. La difficulté, c'est qu'on a une tentation sécuritaire aussi sur ces questions-là, qui est d'interdire un certain nombre d'expressions publiques, d'interdire des choses comme... L'exemple type, c'est la loi contre le voile, qui n'est pas une loi contre le voile, qui est une loi contre les signes ostentatoires religieux. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire des lois pour une communauté en particulier, on fait nécessairement des lois générales. Donc le risque de cette situation actuelle, c'est un recul des libertés publiques. C'est de ne pas nommer les choses, en fait. Et la difficulté, c'est que tant que la France n'accepte pas de reconnaître son identité, son histoire, et de relever la tête et de dire voilà qui on est et voilà ce qu'on propose comme héritage à ceux qui veulent s'assimiler, par exemple, eh bien, il va forcément y avoir des problèmes comme ça. Il va forcément, on se cache derrière des concepts comme la laïcité pour justifier le fait que, par exemple, quelqu'un ne pourrait pas exprimer sa religion, ne pourrait pas exprimer, par exemple, une objection de conscience. Il y a, par exemple, dans la question de l'avortement, il y a des groupes qui refusent, qui militent contre l'objection de conscience. Mais la plupart du temps, l'objection de conscience, elle est pour motif religieux. Il est normal que quelqu'un qui ait une foi, quelle qu'elle soit, que cette foi influence ses décisions, que cette foi influence sa manière de vivre. Donc, on ne peut pas légiférer là-dessus et on ne peut pas empêcher les gens de vivre leur foi. La difficulté, c'est qu'on a en France une immigration de masse qui importe avec elle, qui charrie avec elle des prédicateurs, qui charrie avec elle un certain nombre de groupes d'influence, qui charrie avec elle des conflits qui ne sont pas les nôtres aussi, et qu'on se retrouve avec tout ça sur notre sol à gérer. Mais à un moment, il faut parler du problème qui est l'immigration de masse, et il faut parler des problèmes qu'elle cause sérieusement et sans se voiler la face. Exactement, et en nommant les choses, Olivier Benkemoun, nous en parlions... Et aussi quand même en assumant qui nous sommes face à ça. Oui. La France est un pays quand même de la tradition catholique. On a des millénaires de tradition derrière nous. C'est pas pour rien qu'il y a un renouveau de la foi catholique, et nous on se cache derrière la laïcité. Oui, mais on n'offre rien comme repère aux jeunes. En réalité, on est malade de notre laïcité. Mais les jeunes de 18-24 ans dont on parlait tout à l'heure, ils vont se tourner vers des discours forts, ils vont se tourner vers ces gens-là, évidemment. On a lâché un discours fort. Il y a des pays, le Maroc par exemple, c'est un pays musulman. Il assume d'être un pays musulman. Oui, et voilà. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce qu'on est un pays qui s'assume comme judéo-chrétien ? Non, on est un pays laïque. À partir de là, viens comme tu es. C'est parce qu'on s'est engouffré. C'est-à-dire ce qui faisait la spécificité de la France, parce que la laïcité, c'est intrinsèquement lié à l'histoire
récente de la France, pas l'histoire millénaire, mais l'histoire récente de la France. Et là, ça a été une sorte d'autoroute pour venir dire, attention, si vous touchez à quelque chose qui met en cause votre identité, il faut toucher à tout. Et c'est là où vous avez raison, c'est que c'est pas uniquement en étant sur la défensive, mais en assumant pleinement ce que l'on est, totalement ce que l'on est, qu'on peut donner aussi des barrières. Et sur les jeunes, là où je vous rejoins, c'est que évidemment les jeunes ont besoin d'un idéal. Ils ont été gauchistes, ils ont été communistes, ils ont été... Aujourd'hui, où est la transgression ? Elle est plutôt du côté de l'islamisme, ou en tous les cas de dire « mais moi je ne suis pas contre les musulmans », tout au contraire, sans comprendre qu'il y a quelque chose. Le pire, le sommet, c'est quand on voit les mouvements LGBT venir soutenir le Hamas. Quand on sait ce qui se passe à Gaza pour les homosexuels qui sont jetés des hauts des immeubles, on se dit ces gens-là sont fous. Mais ils sont fous parce que c'est leur moyen d'affirmer leur haine de l'Occident et au fond. Bon, débat passionnant, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. Voilà, et que tout vient de là. On aura l'occasion d'en reparler. Il reste un peu plus de 7 minutes, vous connaissez la tradition du dimanche soir. Votre personnalité de la semaine, ça permet de traiter l'actualité, de revenir sur l'actualité de manière un petit peu différente. On va commencer avec vous, Anne. Vous avez choisi très intéressant, puisque ça a marqué, effectivement, ça a été l'une des actualités fortes de la semaine. Votre personnalité, c'est Louise Maurice, la journaliste du Média Frontières. Oui, la journaliste qui s'est retrouvée agressée par des députés en plein milieu, alors qu'elle exerçait son travail, son métier de journaliste. Voilà. Et cette journaliste ne bénéficiera certainement pas des soutiens des groupes féministes, certainement pas des soutiens de la plupart des médias de gauche, qui se seraient insurgés si la même chose était arrivée à une journaliste de gauche agressée par des députés RN, évidemment. Donc je salue son courage parce que elle exerce son métier en sachant qu'elle va se faire cracher dessus pour qui elle est. Exactement, ça a été lamentable cette prise à partie. Olivier Pardo, je sais que vous avez 2 personnalités ce soir, dont un confrère, et c'est un peu en lien avec ce qu'a vécu Louise Maurice cette semaine. C'est notre confrère Yohann Usaï, que vous connaissez bien, chers amis téléspectateurs, journaliste politique, CNews. Oui, moi j'ai mis Yohann Usaï, pourquoi ? Parce que je ne me résous pas à ce qu'un journaliste, quelle que soit son opinion, puisse être traité d'ordure, vous entendez bien, oui. D'ordure, par un député de la République qui s'appelle Aymeric Caron. Je rappelle que, pour bien marquer les esprits, Alain Soral, qui doit avoir, avec Aymeric Caron, des convergences sur sa vision d'Israël, je n'en dirai pas plus, a été en prison parce qu'il avait insulté une journaliste suisse. Je m'étonne, il a été en prison parce qu'il a insulté une journaliste suisse. C'est intéressant de le rappeler. Et là, je m'étonne qu'on puisse, comme cela, traiter d'ordure quelqu'un qui ne fait que son métier, qui donne son opinion dans la démocratie de la République française, qui a un courage étonnant et qui a aussi une argumentation qui est une argumentation extrêmement forte. Yohann Usaï, nous l'avons eu tous en plateau, c'est quelqu'un qui n'avance pas des opinions péremptoires, mais qui argumente à chaque fois son opinion. Et ça, la réponse, c'est pas une contre-argumentation. On peut parfaitement être contre ce qu'il dit. C'est de l'insulte. C'est de l'insulte. Et le deuxième, parce que je sais qu'on tue les gens avec un silencieux, par l'oubli. Boualem Sansal. Boualem Sansal, parce que on va voir je son veux visage. le répéter, parce que si on ne le répète pas, on l'oubliera dans des oubliettes des prisons algériennes, et il sera une sorte de solde de tout compte, et ça m'est totalement insupportable. Merci de rappeler effectivement la condition de Boualem Sansal. Elliot Maman, alors je ne connaissais pas ce journaliste américain, et c'est pour ça que c'est intéressant, il s'appelle Bill Maher, c'est bien cela ? Oui. Quelle est sa particularité ? Mais écoutez, il a une particularité, son émission du moins a une particularité, parce que selon les données dont on dispose, c'est une des émissions qui dispose du public le plus bipartisan de la télé américaine, ou du moins l'une des émissions au public le plus divers dans la télévision américaine. Et d'ailleurs, il a la particularité d'être à la fois très virulent à l'égard de la branche woke du Parti démocrate, mais également peu
satisfait du anti-woke, anti-Trump, pour résumer. Exactement, du caractère un peu brutal de la diplomatie de Trump et de sa communication, on va dire. Et donc, il réunit un peu les gens qui seront encore dans une forme de raison entre ces deux extrêmes. Et il a fait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il a accepté une invitation de Donald Trump à manger, à dîner à la Maison-Blanche la semaine dernière. Il a été évidemment critiqué par l'intégralité des démocrates woke qui le détestaient déjà, puisqu'il s'en prend particulièrement à eux, tout en leur donnant la parole dans son émission, faut-il le préciser. Et pourtant, il n'a pas décidé de se défausser face à l'invitation de Trump, alors même que les tensions entre Donald Trump et Bill Maher sont telles qu'ils se sont souvent retrouvés devant des tribunaux, puisque Donald Trump a régulièrement attaqué Bill Maher au vu des critiques que ce journaliste américain pouvait prononcer à l'encontre de Trump dans son émission. Or, Bill Maher s'en est finalement sorti avec humour, puisque non seulement il a confessé avoir passé une très bonne soirée, malgré la reprise de ses critiques à l'encontre de Donald Trump dans sa dernière émission cette semaine, mais qu'en plus, il a amené à Donald Trump la liste des insultes qu'il avait proférées à son encontre et lui a demandé d'apposer un autographe au dos de l'intégralité de ces insultes. Et je pense qu'en réalité, c'est quelque chose, tout de même, une forme d'effort de la conversation que l'on devrait tous chercher à garder, à l'heure où aujourd'hui le désaccord est remplacé par une confusion entre ce qui relève de l'opinion et la vérité. On ne dit plus que l'on n'est pas d'accord, on dit que l'autre a tort. Excellent choix, mon cher Elliot. Olivier Vial. Trump a signé. Voilà, c'est l'humour, ça veut dire. Exactement. Mais absolument. Luigi Mangione. Oui. Alors Luigi Mangione, c'est aujourd'hui, j'en parle parce que c'est le symptôme de cette montée de la radicalité qui devient très inquiétant. Luigi Mangione, c'était ce jeune américain qui a assassiné de 6 balles le patron d'une entreprise d'assurance maladie aux États-Unis et qui immédiatement est devenu le héros des réseaux sociaux. Tout le monde a pris fait et cause pour lui. Ça a été tellement loin qu'aujourd'hui, il y a un hashtag qui demande sa libération et cette semaine, c'est reparti de plus belle puisque on a appris qu'il risquait la peine de mort. Et on a tout un mouvement de solidarité qui est assez inquiétant parce que on a fait de ce terroriste, puisqu'il a revendiqué il y a une lettre qui revendique effectivement son geste politiquement. On en a fait le Robin des Bois qui s'attaquait qui tuait les riches pour venger les pauvres. On a utilisé le concept marxiste de bandit social pour expliquer que c'était quelque chose d'extrêmement positif. Nathalie Arthaud en France avait tweeté disant que c'était un justicier. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que dans toute cette radicalité dont on a beaucoup parlé, on avait toujours une limite. Et Andreas Malm, qui est le grand penseur de cette radicalité, disait toujours il est aujourd'hui trop tôt pour s'attaquer aux personnes. Et il disait que ça a été contre-productif au moment où il écrivait son livre en 2020, de s'attaquer aux personnes parce que ça pouvait nuire au mouvement. Peut-être que avec Luigi Mangione, avec ce mouvement d'opinion où on voit que toute la gauche, et je vois que depuis qu'il est condamné à la peine de mort, que y compris la presse de gauche française reprend de plus en plus son parcours comme un parcours pas exemplaire, mais en tout cas comme un parcours qu'on tente de légitimer, qu'on tente d'expliquer, c'est la première étape qui permet effectivement, peut-être demain, de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire l'assassinat politique, qui était quelque chose qu'on n'avait pas revu depuis les années 70, et qui aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un qui a tué un patron pour des raisons politiques est un justicier, c'est la première marche vers quelque chose qui est extrêmement inquiétant et dramatique. Très intéressant, merci beaucoup. Merci à tous les 5. On arrive au terme de cette émission. Dans un instant, l'actualité continue. Isabelle Piboulot pour l'édition de la nuit. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Coralie Delaplace de m'avoir aidé à préparer cette émission. Excellente semaine sur CNews. Je vous retrouve la semaine prochaine. Vous serez là, mon cher Olivier ? Avec plaisir. Vous me supporterez encore un week-end ou pas ? Mais vous aussi. Allez, excellente soirée sur notre antenne. À très vite.